Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben salut à tous, nouvelle émission des couloirs du catch avec aujourd'hui un nom très important pour l'histoire du catch américain. On va y revenir, je te spoil. Même pour nous deux. Salut Messaya, comment tu vas? Ça va très bien et toi Thomas? Eh ben ça va très bien, c'est un plaisir de te retrouver, surtout pour une carrière d'un catcheur, ça fait un petit moment. Bah si, on en a refait une il y a pas si longtemps. Ouais, il y a 15 jours, ça fait un petit moment, c'est ce que je dis. Et du coup, quand je dis très important pour nous deux, et quand je dis très important pour le monde du catch américain, parce moi, dans ma tête, je voulais pas faire l'Undertaker, si un jour on parle un peu de Bray Wyatt, si un jour on parle de Raven, sans parler de l'homme d'aujourd'hui, parce que c'est un peu le papa de tous ces catcheurs-là. Oui. À savoir Jake the Snake Roberts. Catcheur très important pour le monde du catch américain, parce que personnage totalement à l'opposé de ce qui se faisait à l'époque. C'est ça, l'un des visages les plus marquants des années 80. On va en parler très prochainement. Pour faire un petit point d'accueil déjà, vous avez notre nouveau concept d'émission qui est disponible. Le numéro 1 du talk, des couloirs du talk, pardon, où c'est une émission un petit peu comme un talk sportif. C'est ça, où on fait participer la communauté. Voilà. Donc c'est un concept qui a été discuté avec les gens de notre Discord et Thomas. On a décidé de le mettre en application et je pense que sur le YouTube Catch FR, c'est un truc qui n'existe pas. Des talks, oui ça existe, mais qui fassent autant participer la communauté, c'est assez rare et donc du coup c'est pour vous remercier sur notre chaîne en tout cas. Voilà, et puis on va essayer d'en faire de temps en temps. Ce sera pas toutes les semaines, ça c'est clair, net, précis. On va essayer d'en faire de temps en temps quand l'actualité s'y prête, et puis quand on a envie, puis quand on a les membres du Discord qui sont présents. Donc c'est vraiment sans prise de tête, c'est pour passer un bon moment entre nous, puis vous faire partager un petit peu les discussions qu'on a d'habitude dans le Discord, histoire de vous donner peut-être envie de le rejoindre, ou tout simplement d'écouter d'autres personnes que nous parler de catch. Exact. Voilà. Évidemment, comme c'est notre chaîne où Thomas et moi serons toujours présents dans les émissions, ce qui est logique, mais on fait tourner nos intervenants. Bah, notamment, on fait un petit coucou à Lunatic Enigma, Voilà. qui a une autre chaîne de catch avec qui on avait fait l'émission sur NXT. Vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est très sympa ce qu'il fait. C'est notre bro, allez le voir, ouais. Voilà, on a aussi un grand go muscu avec nous, Oui. qui s'appelle Mehdi. J'ai plus le nom de sa chaîne. Si toi tu l'as, mais ça me rendrait bien service. Bah, tu aurais dû me le dire avant, mais je vais la chercher parce que je suis abonné. Donc voilà, mais un grand fan de muscu et de sport, qui vous donne un petit peu ses conseils pour devenir aussi fort que lui. Bon, il y a du boulot quand même parce qu'il est impressionnant. Mais du coup, voilà, c'est pour vous dire qu'on essaie vraiment de faire participer tout le monde et de faire participer tous ces gens-là avec nous. Et c'est vraiment cool, quoi. Voilà, on vous donne le nom de la chaîne et puis c'est parti. bah, c'est Mehdi GTLR. Voilà. Sur YouTube. Donc c'est une chaîne vraiment sympa sur la muscu, sur ouais. la muscu. Il a une sacrée personnalité et en plus il est avec nous sur le Discord et il met beaucoup d'animation. Ouais, il parle beaucoup de tout, il parle beaucoup de sport en général, donc c'est très agréable. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y en a de plus en plus, hier on a encore eu quelques nouveaux arrivants. Ça fait toujours plaisir, et puis de se joindre un petit peu à notre communauté qui grandit, mais surtout en gardant le but d'être toujours aussi cool et sympa et de prendre du plaisir. Exactement. Voilà. Donc l'émission, merci aussi pour l'émission sur les 17 questions. Les gens ont été présents, ça leur a plu. Ça, c'est toujours un concept qui plaît quand on parle pas que d'un catcheur. Donc c'est rigolo de se dire que ça fonctionne. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on commence tout doucement. On va juste je vais le faire moi. J'ai oublié quelque chose? Oui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires, même si c'est des tout petits commentaires, et surtout de booster les vidéos. Même si c'est juste pour faire coucou, allez-y, ça fait toujours plaisir. Et le boost, encore une fois, vous avez envoyé la vidéo la dernière fois, je crois, 16e ou 15e du classement français. Donc c'est toujours cool. Donc on compte sur vous. Et puis ça nous donne de la visibilité toujours plus. Et dernière pub, je continue de faire des lives assez souvent. Là je suis sur toujours le jeu Pokémon, mais par exemple l'un des prochains qui va être rediffusé, on n'a pas fait que de jouer. On a débattu. Il me tease ça, il m'a dit faut que tu l'écoutes. J'ai pas encore relancé ton épisode au moment où de toute façon les gens vont écouter l'épisode là. Même le moment il sera pas encore complètement disponible, je ferai vraiment un encart spécial le jour où c'est ça, et donc du coup c'est pour vous rappeler que si vous n'avez rien à faire et que vous voyez que je suis en live, venez rejoindre, le jeu est secondaire, on s'éclate sur le jeu, on fait des blagues dessus, mais ça permet que je participe avec vous, la communauté. C'est le meilleur moyen de me poser des questions. Je fais souvent monter des gens du Discord avec moi pour qu'on discute avec le chat et avec une personne qui est directement en vocal avec moi. Et c'est toujours très animé, très passionné. Et puis on dit beaucoup de bêtises et on rigole bien, et ça c'est le plus important. Exactement. Bon je pense que cette fois-ci tout est bon. Merci d'avoir repris ce que j'ai oublié, je suis un petit peu fatigué, j'ai été un petit peu malade cette semaine. On va essayer de faire la meilleure émission possible, donc sur Jake the Snake Roberts.
Jacques Robert. Je vais juste dire, et après, pour une fois, c'est toi qui vas représenter sa jeunesse parce que c'est un peu spécial. Hein. Oui. Donc, c'est Aurelian Smith Jr., né le 30 mai 1955 au Texas, à Gainesville. Et il est le fils d'un autre catcheur très connu. Son père était très connu ou pas? Ah, c'est un gros catcheur des années 50-60. Aurelian Grizzly Smith. Voilà. Exactement. Je te laisse préparer. Sortez les mouchoirs. On va essayer quand même de ramener notre joie de vivre, notre rigolade. C'est pas les mouchoirs que j'aurais préparé, mais plus le sac à vomi. Ouais, c'est vrai que c'est violent. Donc, si vous êtes des âmes sensibles et que vous ne connaissez pas les débuts de notre ami Jaco, Là, les débuts de vie, c'est pas les débuts de carrière. c'est ce qui va expliquer beaucoup de choses qu'on va dire plusieurs fois dans la vidéo. Donc, c'est assez hardcore. Bah, tu vois, j'ai envie de dire qu'en fait, non, on va pas le répéter plusieurs fois, justement. Si t'es d'accord avec moi, une fois, on va bien expliquer au début, là, tu vas bien expliquer sa conception, si je peux m'exprimer Ouais. ainsi, les problèmes de sa jeunesse. On parlera de ses démons, et après, on va vraiment rester focus sur la carrière du catcheur. Comme ça, on va essayer un peu d'évacuer l'homme, si tu veux. et de faire comme ça, un peu comme on a fait avec notre Le Warrior. ami Ultimate Warrior. Notre ami Alors, notre ami Jake, Aurelian Smith. Aurelian Smith, il est né c'est assez hard, d'un V, je vais pas dire le mot, mais vous voyez très bien de quoi je parle, incestueux, avec la belle-fille, Avec sa belle-fille. d'Aurelian Smith, qui Avec n'avait la que 12 ans. Ouais, en fait, elle est le père de. Enfin, je rigole même pas, mais le père de Jack Roberts a couché avec la fille de sa femme, en fait. Ouais, avec le fils de sa femme, compagne c'est de ça. l'époque. Donc du coup, en gros, pour faire un peu, on va essayer de faire rigoler, Jake, en fait, sa mère, c'est sa tante. En gros, Ouais. voilà, c'est un peu ça. Ils viennent pas du Nord, hein, pourtant. Ah, j'ai pas voulu le dire. J'ai pas voulu le dire parce qu'on a des personnes de la communauté qui sont du Nord et je voulais pas le dire. Ah, de Belgique. Voilà. Donc, ouais. Putain, on est dégueulasse. Donc du coup, ouais, c'est une affaire assez horrible. Le père a fini par se marier avec cette jeune demoiselle. C'est ça, c'est qu'après, quand elle a grandi, il va se marier avec elle et il va avoir d'autres enfants avec. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc du coup, et post ça, donc du coup, Jake est né et c'est pas le seul truc dégueulasse qui va arriver. Donc déjà, il est né, comme je vous ai dit, d'un V et sa belle-mère, Sur une gamine en plus. parce qu'il va se marier avec une autre femme et on va pas lui dire que on va lui dire que c'est sa sœur au lieu de sa mère. Justement, sa mère, on va pas lui dire tout de suite que c'est sa Oui, mère. oui, oui, on va lui dire que c'est sa sœur. On va lui dire que c'est sa sœur. Et en fait, Aurelian Smith va se mettre avec une autre femme. Le père dont tu parles. Hein. Le père, ouais, le Grizzly Smith, Aurelian Smith. Appelle-le Grizzly. Ouais, le Grizzly Smith. Et ben, en fait, il va se mettre avec une femme qui est un peu aussi toc-toc que lui. Parce que notre bon ami Jack Robert va avoir des attouchements de la part de sa belle-mère. Génial. Mais quand je dis attouchement, désolé, je vais être assez violent, c'est au point qu'il y a eu même pénétration du fils envers la belle-mère. Génial. Super, tu commences super bien ta vie, quoi. Ouais, parce qu'il était tout jeune. Il était tout jeune, ouais. Ça explique aussi certains gros problèmes qu'il a eu même lui plus tard avec ses enfants. Mm. Et est-ce que tu penses pas que justement il a fait certaines choses pour s'éloigner de sa fille parce qu'il a eu pas mal de problèmes avec sa fille, Exact. Jack, justement pour la préserver parce qu'il avait peut-être peur de reproduire. de Ça, réitérer c'est- le même schéma. On va pas faire de la psychologie de comptoir, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler de Jack Roberts et de commencer sa carrière sans parler de ça. Ouais, et il va avoir, évidemment, il va avoir aussi des demi-frères et des demi-sœurs un demi-frère et une demi-sœur qui vont être aussi dans le catch, où même les trois vont être signés à la WWF en même temps. On en parlera un petit peu. Je sais que son père aussi, je sais pas si t'allais dire l'anecdote, mais c'est dans sa Oui, jeunesse. je vais le dire. Alors, je vais le vas-y. dire, ouais, je sais ce que tu veux dire, mais je veux le finir sur le côté dégueulasse. Ah, c'était pas Parce que, fini. ah non, c'est pas fini, parce que là, par contre, je vais aller très bref, parce que j'ai pas l'histoire en tête. Je vous conseille d'aller voir le Dark Side of the Ring, parce que là, du coup, ça, il le retrace au complet. C'est que la première sœur de Jake a fini kidnappée, et on l'a retrouvée décédée bien plus tard. Ouais. ok. Donc c'est vraiment tout le début de vie, tout ce qui est lié à sa famille, il y a rien qui va. Vraiment, c'est pour vous dire qu'il y a rien qui va. Et c'est ce qui fait qu'il va commencer à prendre de la drogue très, très, très jeune. Commencer le drogue-alcool. Ouais, lui, de toute façon. Voilà, donc les gens parlent de ses démons bien plus tard, avec une anecdote dont on parlera, mais en fait déjà dans sa jeunesse, ça commençait déjà où il s'addictait au vice pour compenser sa vie de famille horrible, et sa vie de tous les jours, quoi. Et du coup, je vais quand même parler du coup de son demi-frère qui est Michael Smith, et sa demi-sœur qui est Robin Smith, et ils deviendront aussi catcheurs. Ok, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, mais quand ils étaient ensemble à WWF, ils n'avaient pas trop de contact.
Ils ont renoué le lien bien plus tard. Ouais, bah, de toute façon, famille complètement, la famille dysfonctionnelle comme ça, t'as forcément pas d'amour entre, Oui. enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc du coup, notre bon Grizzly, notre salopard de Grizzly, en plus d'abuser de ses enfants, parce qu'il a fait ça sur ses autres filles. Ah bah, je pense qu'il a fait sur tout le monde. Voilà, c'est ça. Hein. Quand t'as ça dans la tête, de toute façon. Ouais, et en fait, c'était un catcheur très très old school, vraiment à l'ancienne, qui est donc du coup le kayfabe était ultra fort et que ça faisait partie des codes d'honneur où là par contre on disait que c'était vrai, mais la plupart des catcheurs avec leur famille ils essayaient d'éviter. Et en fait les familles en général ils étaient mis dans la confidence. Et ben pas chez les Smiths. En fait Grizzly il kayfabait toute sa famille. Donc en fait quand il rentrait blessé des tournées, des shows qu'il faisait et tout ça, en fait il disait comme quoi il avait combattu réellement et en fait Jake l'a dit dans une interview où en fait il avait peur pour son père. Littéralement, en fait, quand il voyait son père, parce que c'est un peu amour distordu, mais ça reste un amour paternel. Et en fait, ça l'a rendu très insécure, en fait, de voir son père rentrer défoncé et de le voir souffrir. Et qu'en fait, le père disait que c'était des combats rudes et qu'il se combattait justement pour l'honneur de sa famille. LOL. Son père a été un catcheur principalement de la Georgia Championship League Wrestling. C'est ça. Ouais, comme je l'ai prononcé comme un sac à Je trouve ça va, hein, je m'attends à pire. Et l'un de ses plus gros points de sa carrière à Monsieur Grizzly, on va rester comme ça, c'est d'avoir défié Freddie Blassie. Ouais, Freddy Classy, ouais. Voilà, Classy. c'est son plus gros. Après, il a une carrière qui est environ de 17 ans, de 60 à 77, c'est ce que j'ai regardé. Hein. Et puis, il était avant d'être dans le catch, il était un peu dans les puits de pétrole. Ouais. Il travaillait sur les puits de pétrole, voilà. Et bah du coup si on veut finir, bah donc du coup quand il va continuer sa carrière Jake, en fait bah les démons vont continuer de le poursuivre et ils vont s'accentuer. Il aura des moments très dark. On essaie d'évacuer ça maintenant, même si on en parlera un tout petit peu quand même durant la carrière, parce qu'il y a des périodes qui fait que il était au summum ou à des endroits où c'est pour ça qu'il a pas pris les meilleures décisions. Mais énormément alcoolique. Après, il est devenu addict au painkiller après un match face à certains catcheurs, un segment face à certains. Ah bah dis-le, tu peux. Bah, c'est face à Oki Tonkman. Ouais, voilà, non mais tu peux dire face à Oki Tonkman, Voilà. simplement. Ouais. Et Le fameux coup de guitare. ouais, c'est ça. Et en fait, ça lui a toujours suivi. Maintenant, il est sobre. On va quand même partir sur le positif avant de parler de sa carrière. Grâce à toujours le même. Grâce à DDP. Et que son discours Hall of Fame, il avait encore plein de problèmes, ce qui fait qu'il avait pas de voix et tout ça. Il est revenu plus tard à la UW en tant que manager, en plus. Mais c'était propre, non, à la UW? Le peu qu'il est apparu, il était cool, ouais. Il était cool. Et maintenant, il se sent mieux. Il en parle beaucoup maintenant. Il est assez loquace sur justement ses démons et tout ça. Donc, c'est très, très bien. Et il dit, on y reviendra plusieurs fois dans sa carrière où c'est un démon qui a pas été poli parce qu'en fait, il était C'est ce que j'allais dire. Il était parasité par tous ces démons et tout son passé. Je ne sais plus, Messiah, parce qu'on a fait énormément de noms au cours de nos nombreuses et Les émissions. très pertinentes émissions. Mais lui, on aurait pu le classer dans les Atem Ben Arfa du catch. Je sais pas si on l'a mis, mais c'est-à-dire en termes de talent et de ce qu'on a vu réellement. Ah oui. Après, on va y venir. En termes de talent, il est un peu ambivalent. On va y venir. Talent in ring, tu parles. Hein. Ouais, parce que leur talent in ring, il est pas bon. On va en parler. Mais lui, de toute façon, c'est qu'en fait, c'est juste qu'il était totalement fait pour le produit WWF. Donc, en avançant dans la carrière, vous verrez bien, et on appuiera là-dessus. Est-ce qu'on commence peut-être par ses débuts? Exactement. On va peut-être se lancer enfin dans le truc. Donc j'y vais. Donc notre ami Robert, il commence sa carrière dans le monde du catch en 74. Donc il est dans des arènes en Louisiane, liées à la Mid-South Wrestling. Oui, bah. Et en fait, il tourne entre la Mid-South Wrestling, la Mid-Atlantic Championship Wrestling et la Georgia Championship Wrestling. Les territoires du Sud. Tous les territoires du Sud. Les gros territoires du Sud. Vous inquiétez pas, les amis. Ça en préparation. Ça en préparation, je suis en train de vous préparer. D'ailleurs, mais ça y est, je te l'ai pas dit, je suis en train de préparer la première partie, mais je la ferai pas sans toi. Mais parce qu'en fait, je considère sur la première partie avant la NWA. Tu vas nous faire un bon gros. Je vais faire un gros pavé et je trouve que il est pas utile de t'avoir à côté de moi pour pour parler de monde catcheur qu'on n'a jamais entendu parler. Ouais, mais ce que je veux dire. Je préfère même que tu le récites devant moi. Oui, mais je suis en train de faire un truc très sympa. Mais on le fera ensemble. Oui, je veux quand même être là. Je suis déjà en train de faire le montage et tout. Je suis en train de faire un truc très sympa. Ok, ça marche. Et donc du coup, il commence sa carrière de catcheur. Au début, il fait une année en tant qu'arbitre pour voir un peu comment ça fonctionne le catch. Il a un physique très atypique. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas dit. C'est quelqu'un qui est un peu bedonnant, qui a des très grandes jambes parce qu'il est très grand. Il fait 1m98.
Pourtant, tu vois, on n'a pas l'impression. Moi, j'ai même 2,1 m sur ce que j'avais trouvé. Ah, mais ça, c'est les Après, chiffres gros. Si la les- WWF, la vraie taille, c'est 1m98. Tu vois, je le voyais plus petit, moi. Non, il est très grand avec des guibolles gigantesques, des grands panards, hein, comme dirait Fachéa, il a vraiment des grands pieds en Et plus. puis, il catchait en pantalon, majoritairement. Attends, on va y venir, c'est pas tout de suite ça. Parce qu'au début, donc il fait une année en tant qu'arbitre, et en fait il dit j'aimerais bien me lancer dans le catch, et en fait quand il commence à se lancer dans le catch, il se rend compte qu'il est pas très bon. Qu'il a pas la notion de ring. Je sais pas s'il se lance dans le catch pour son père ou... Si, il l'a dit en fait, c'était vraiment... pour lui, c'était le seul moyen de montrer de l'amour à son père. En fait, de poursuivre cette race dans le ring, en fait. Vraiment, c'est son but. Alors, on peut le dire tout de suite, il a eu une plus belle carrière que son père. Heureusement. Assez courte. Ouais. Parce que c'est spécial, la carrière de Jack. C'est très spécial. Hein. On va y revenir. Voilà. Oui. Et donc, au début, il essaie de développer son personnage dans les années, dans le début de sa carrière, là, dans les 74, 75, tout ça. Et en fait, comme j'ai dit, il catch un peu partout dans les territoires. Et il aura sa première vraie feud, à la Stampede Wrestling, dans la fédération de Stuart, hein, dans la fédération des Hart, face au Junkyard Dog. Un gros nom, quand même, de l'époque. Mais, c'est pas des bons matchs, hein, de ce que j'ai pu lire, je ne les ai pas vus, ceux-là. Et il avait pas encore le finish mythique. Non, ça va arriver un peu après. Après ça, on arrive déjà au début des années 80, parce que lui, en fait, sa carrière, c'est resté, entre guillemets, un jobber et un mec lambda pendant très longtemps, en fait. Et parce qu'il dégageait pas grand-chose, en fait. Il dégageait pas grand chose parce qu'en fait, déjà, un poil avant cette période-là, il commençait, justement, tu voulais en parler, à porter des pantalons de karaté dans son style. Ce qui le rend complètement dégueulasse. Je le dis et je l'assume. Parce qu'en fait, justement, comme il a un physique un peu, pour faire un parallèle d'un truc de la vraie vie, c'est un skinny fat. Donc on a l'impression que c'est un grand sec, sauf qu'il a du bidou. Et en fait, du coup, c'est pas très harmonieux dans les formes de son corps, si tu veux. Et en fait, avec les pantalons de karaté, ça ne met pas du tout en avant, en fait. Ça, on a l'impression que juste, on voit que ses jambes. Et en plus, il est un peu gauche, il est très maladroit. Il avait pas encore ce visage terrifiant qu'il avait plus tard. Non, là, il avait les cheveux même un peu courts. Il avait déjà la moustache Magnum, il l'a eu très très tôt, hein, mine de rien. Ouais. Mais il avait pas encore le personnage. Donc du coup, en fait, c'était un catcheur un peu lambda moins, quoi, si tu veux. On peut retrouver, je sais pas si on peut retrouver des vidéos de ces époques-là, c'est compliqué. Si, il y en a quelques-unes qui traînaient quand il y avait le network, mais comme le network est plus là, c'est un peu compliqué de le retrouver. Voilà, c'est plutôt ça. Par contre, comme c'est quelqu'un de très professionnel à cette époque, malgré il tire sur la bibine, c'est quelqu'un de très professionnel et en fait qui discute très très bien avec les catcheurs des territoires. En fait, c'est vraiment un mec ancré dans les territoires et qui sait mine de rien bien se vendre parce que il va participer à un truc quand même légendaire. En 83, à la Georgia Championship Wrestling, il va faire partie du clan de Paul Ellering. Vous connaissez très bien Paul Ellering. Bah c'est la Legion of Doom. c'est. Sauf que la Legion of Doom de cette époque, c'est ça qui est fou chez la WWF, c'est que dans la Legion of Doom, il y avait les Road Warriors. Et en fait, la WWF a pris le nom pour l'équipe des Road Warriors, les appelait Legion of Doom. Mais de base, c'est un clan, la Legion Oui, la Legion of Doom, c'est un clan. C'est un clan. Paul Ellering, c'est le mec qu'on a encore vu il y a pas très longtemps avec à la WWE, non? Ouais, avec, il était à côté des c'est pas des AOP Ouais, c'est ça, j'ai plus leur nom, tu vois. Oui, Razak et quelque chose. Ouais, Reza, mais Toka et Razak. Ah non, ouais, c'était les Author of Pain. Ouais, voilà. AOP. Ouais, AOP, voilà. Mais chercher le nom complet, je m'en souvenais plus. Ouais, y a pas besoin. Du coup, il fait partie de cette équipe Legion of Doom où il y a quand même, il y a eu les Road Warriors, il y a eu Cactus Jack qui en a fait partie un petit peu. Je vais vous redonner les noms hein, parce que je trouve ça quand même plus cool que je dise pas de bêtises. Hein. Donc, il y a eu Arn Anderson, Ole Anderson, les Road Warriors. Il y a eu pas mal de gens qui sont passés dans ce clan. Jack Roberts, King Kong Bundy, The Spoiler, Matt Bourne. Il y a eu quand même des gros noms qui ont fait partie de ce stable, qui avaient quand même le design un peu de badass en fait, vraiment de badass un peu motard. Oui, bah de toute façon lui il l'a gardé, le Ellering il l'a gardé. Même jusque là. Hein. Bah, c'est ce que je disais, voilà, comme ça. Ouais. Et il va avoir une feud quand même assez importante face à Ronnie Garvin, Un gros nom des qui est quand même un gros nom du territoire, pour le titre de National Television Championship de NWA. Donc c'est en dessous du titre US et tout ça. Quoi. C'est le titre qui est défendu qu'à la télé. Qu'à la télé, c'est ça, dans les shows. Et il va, par contre, avant de signer à WWF en 86, donc de 84 entre 84 et 85, c'est là où il commence à être quand même assez marquant. C'est là où il me semble qu'il prend le nom de Snake, justement. C'est à la World Class. En fait, il va aller faire un tour à la World Class et il va faire une équipe avec le gentleman Chris Adams
et Gino Hernandez, qui est aussi un énorme nom du clan. Un énorme nom de la World Class, grande fédération du Texas, il me semble. Et du coup, il va avoir une feud pour le titre télévision Six-Man Tag face au Von Erich. Donc, quand tu catches face au héros de la promotion. Je suis pressé, hein, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà teasé, mais la World Class, d'ailleurs, j'ai un des membres du Discord, Messiah, qui m'a expliqué qu'il avait plein d'anecdotes justement sur ça et qui va nous aider pour et ça, la partie sur les Van Eric. Et ça, c'est vraiment cool. Désolé, c'est mes écouteurs qui viennent de tomber. Mais du coup, ouais, vraiment, je suis hypé. Ouais. Et c'est vrai que les Van Eric, on se rend pas compte de les affronter, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et à tel point que dans cette feud, ils vont les battre et gagner le titre. Ouais. Donc Roberts, quand même, dans le territoire des Von Erich, il va gagner un titre face aux Von Erich. Ouais, c'est beau. C'est quand même. À une époque où le catch des territoires est encore pertinent. C'est ça. Et en fin 85, il retourne à la Mid-South, qui à l'époque est booké par Bill Watts. Et on va donner la grosse anecdote. C'est que comme il porte déjà le nom de Snake depuis pas mal de temps, je crois même que j'ai dit une bêtise, il le porte déjà depuis la Légion of Doom, le nom de, Ok, de Snake. en soi, c'est pas Parce qu'il l'avait pris, justement, l'anecdote, c'est parce qu'il trouvait ça cool. Et c'est vrai que ça pète, hein, de s'appeler Snake. Moi, je suis fan de Metal Gear Solid, hein, donc s'appeler Snake, c'est la classe. Ouais, c'est que lui, il a été Snake avant Snake, hein. Avant Snake. Avant, lui, c'est le vrai original Snake. Quoique, je me souviens plus le premier Metal Gear sur MSX, c'est à quelle année 87. Ah ouais, c'est 86 le premier. Ouais, du coup, il est porté déjà le nom de Il Snake. est porté déjà avant. Ouais. Il est porté. Et puis bon, quand il est sorti sur MSX, tout petit point Metal Gear Solid, c'était pas le. C'était Metal Gear même. Et puis c'était pas la. C'est pas les licences de maintenant. Et puis je veux dire, ça avait pas le même aura que quand il est sorti sur PS1. Ouais, voilà, on est d'accord. Quelques années après, où là, Solid Snake, c'était vraiment. Voilà. Et après, il y a eu le film de John Carpenter, Escape from New York, où il y avait justement Snake Plissken. Oui, et puis. Là, c'est une inspiration pour Solid Snake. Mais moi, de toute façon, le seul Snake que je revendique, ça restera toujours Yuri Djorkaeff, le footballeur de l'équipe de France. On a envoyé toutes nos références, comme ça c'est là, c'est bon. Que ça c'est cool. C'est fait. On revient sur Bill Watts, donc le booker de la, de la Mid-South. On le dit à chaque fois qu'on parle de Bill Watts, c'est le mec le plus old school du catch, le plus gros conservateur de fou. Un des bookers qui avait un peu fait en sorte que beaucoup de catcheurs de la WCW étaient tristes. Bah oui, parce au début des années 90. Oui, c'est ça. C'est Pizzaman, lui? Non. Pizzaman, c'est? Lui, il fait partie du catch, Bill Watts. Pizzaman, c'est l'autre con de Jim Herd. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, non. Oui. Mais Bill Watts, Bill Watts, c'est un vrai promoteur de catch. C'était un vrai promoteur, mais... La Mid-South, c'était à lui. Oui. Voilà. Donc, il était promoteur et booker. Oui, je confonds avec Jim Herd. Voilà. Et, en fait, il va voir Bill Watts et il fait, attends, mais je m'appelle Snake, c'est quand même un putain de mon cool, ce serait cool que je vienne dans le ring avec un serpent. Ça me mettrait quelque chose pour mon personnage et tout. Bill Watts l'a regardé droit dans les yeux, il a fait, mais on n'est pas au cirque ici, casse-toi avec ton idée de merde. Bah, en soi, c'est juste qu'il n'avait pas été voir la bonne personne. Il n'a pas été voir la bonne personne parce que, comme j'ai dit, Bill Watts, c'est un gros conservateur. C'est le wrestling, limite pur. Et les artifices, il faut que ça reste, on va dire, léger. Il veut pas qu'on ramène des trucs complètement extérieurs au monde du catch, en fait. Bill Watts, il avait un peu la même pensée sur le business que Vince McMahon Senior. Voilà. Exactement, Thomas. Et avant février 86, il aura quand même une dernière feud face à un autre catcheur connu qui est Dick Slater. Mais derrière, en fait, il va se faire repérer par il va discuter avec la WWF pour être recruté. Donc il va quitter les territoires du Sud. Et il va aller dans le Nord. Dans le plus grand territoire du Nord. Et là, on est déjà 2 ans après la Oganira, il va dans le plus gros territoire des États-Unis, en fait. C'est même la plus grosse, la plus grosse fédération. Ça devient même plus un territoire. C'est même plus un territoire, là. C'est la fédération qui est en train de devenir la nationale. Donc, du coup, il discute avec McMahon, et on va donner cette anecdote. Là, il le rencontre et tout, il discute, et là, il lui fait, mais attends, ton surnom, c'est The Snake, non? Il fait, bah oui. T'as jamais pensé de venir dans le ring avec un serpent? Mais si, bordel de merde, mais si. Et en fait, justement. Pas le joueur de foot, hein. Non, mais si en demande. C'était nul, mais c'était nul. Voilà. Si tu veux, on finit justement sur toute l'introduction, et après on fera une pause et on parlera du catch. Ok. Donc du coup, il lui dit, mais bien sûr, je parlais de ça justement chez mon ancien promoteur, il ne voulait pas. Et en fait, l'occasion fait le larron, c'est encore une personne qui arrive au bon moment et au bon endroit, parce qu'il arrive dans l'endroit des gimmicks et de l'entertainment. Putain, j'arrive plus. On est fatigué. Voilà. Donc c'est la WWF, le plus important, c'est les personnages et les gimmicks déjà à l'époque, justement. Le catch, on l'a déjà dit des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, le catch est secondaire. Voilà. La WWF, c'est le Disney du catch, c'est les phrases de McMahon. Là, on est en pleine Oganira, donc du coup, il faut des personnages larger than life, colorés, qui pètent l'écran, qui ont une personnalité de ouf.
ou un physique de ouf, ou des combinaisons. Et en fait, il voit Jake Roberts qui a un physique assez terrifiant. Je crois que je t'avais déjà donné l'anecdote, c'est le sosie d'un de mes oncles. Ah Un oui. truc de fou. Vraiment, la même moustache et tout, c'est un truc de fou. Donc du coup, moi, c'est pour ça que dès que j'avais vu ce catcheur en vrai, moi, à la télé, quand je documentais, j'ai fait waouh. Tonton. Ouais, il me rappelle quelqu'un, lui. Hein. Et il lui dit, oui, je vais te donner un serpent. Donc du coup, il va quand même avoir c'est quelqu'un qui a un personnage dark. On va en parler de sa gimmick juste là dans quelques secondes. Mais du coup, il aura quand même un pantalon coloré avec des serpents dessus. On est quand même dans le monde du fluo et tout ça, donc c'est normal. Il va prendre un serpent et sa gimmick, il avait déjà commencé à bosser ça hein, à la World Class et tout ça, c'est que c'est un psychopathe. C'est littéralement ça. C'est pas une gimmick. Oui, du coup, c'est pas une gimmick. C'est un sociopathe. C'est même pas un psychopathe, c'est un sociopathe parce qu'en fait, il est conscient d'être un tapé. C'est ça qui est génial. C'est ça. Voilà, c'est que en fait, un psychopathe, il a des trucs où il peut pas trop se contrôler. Lui, c'est un sociopathe. C'est vraiment lui, c'est ancré dans son truc, quoi. Ou c'est l'inverse, bref. Et en fait, lui, il va faire des promos. Quand on va commencer à lui donner le micro, c'est que lui, comparé aux autres, c'est ce que tu disais, tous les autres étaient des buffs qui hurlaient, qui étaient l'argent d'un life, c'était des gros bonhommes. Ouais, prenez tes vitamines, fais-toi piquer, prends tes stéroïdes. Voilà. Je suis pas si chauve que ça. Je suis pas si chauve que ça. Et lui, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui va écrire ses promos. Qui va se baser justement sur la psychologie et en se calant sûrement sur les gimmicks en face. Donc quand il va parler des personnages en face, il va être très calme, il va trouver des mots léchés et en fait, il va essayer de rentrer dans la tête de ses adversaires. C'est vraiment toute les psychologies. Ce qui est génialissime. Et c'est pour ça que Thomas l'a dit en préambule que c'est le père des Bray Wyatt, des Raven, des machins comme ça. Raven, je pense que c'est l'un des personnes qui s'est le plus Mais c'est son mentor. inspiré. C'est son mentor. Mais on peut même rajouter, je pense, une part de la gimmick du Lunatic Enigma, Du charismatique Enigma. Du charismatique Enigma de Jeff Hardy. Il y a une part de ça aussi. Pas tout à fait pareil, mais il y a peut-être il y a de l'aspiration. Il y a de l'aspiration. Non mais parce que c'est surtout lui dans les promos, c'est dans sa manière de parler. Et en fait, il se rend compte très vite que justement, comme il a un physique un peu atypique comparé aux autres, et qu'il a une tête de fou en fait, vraiment il fait flipper et qu'il a un regard de malade. Et ben en fait, ça connecte tout de suite. Donc quand vous regardez les promos package où il est face à Minji Curland et qu'il l'interview, il est terrifiant. Il est littéralement terrifiant. Et justement, comme il vient dans le ring avec un serpent, le serpent va très vite l'appeler Damien, justement pour donner la gimmick où c'est son serpent à lui. Puis on le voit arriver dans le sac, voilà, dans le sac et tout ça. Tu veux déjà faire parler du serpent? C'est que c'était des serpents de location. C'était jamais le même, en fait. Et que ça lui a bouffé la vie. Oui. Parce que le serpent, c'est le vivarium. C'est tout ce qu'il fallait pour la nourriture, pour tout. Le poids. Plus le poids, plus ça le tuait. Ça le tuait. Et en plus, comme c'est un malade et qu'en fait, le catch était sa psychothérapie par rapport à tout ce qu'il avait vécu, et ben c'est un mec il dit, c'est lui qui propose l'idée, qui avait déjà proposé l'idée de porter un serpent. On lui dit, tu vas porter un serpent. Mais il en avait peur. Donc en fait, le mec s'est force et a combattu sa peur au plus profond. Donc s'il prenait les serpents dans la main et tout ça, alors de base, il en avait peur. Donc on voit vraiment le taper, quoi, parce qu'il passait au-dessus de ça. Et mais tu vois, il se serait appelé Jack the Rabbit, ça aurait été pareil. Ça aurait moins marché, ouais. Tu sors un lapin blanc. Mais en fait, c'est toujours tout dans la vie de Jake Roberts fait où il s'abîme son mental de plus en plus, en fait. En fait, tout ce qu'il fait donne un personnage génial, mais par contre, ça le détruit. Et même les serpents, comme on vient de le dire, il a perdu des années de vie. De toute façon, oui, parce que c'était cool le serpent, mais finalement presque que Vince McMahon ait dit oui, enfin, lui proposer l'idée, ouais, ça l'a usé. Ça l'a usé, mais par contre, c'est génialissime, quoi. Le packaging, plein de WWF, c'est le méchant, parce que c'est l'un des méchants ultimes, on va y venir. Arriver avec un serpent, un mec terrifiant, avec un vrai serpent. Les premiers jobbers, les pauvres, parce qu'ils leur pétaient le serpent en place dans la gueule. Moi, j'aurais pas accepté. Moi, je flippe des serpents. Tu sais qu'il y a un moment, il y a même des gros stars qui se sont chiés dessus avec le serpent. Je crois qu'André était pas serein. Oui, c'est ça, il était pas serein. Et les premiers, je sais que le premier jobber, on va en parler là, et après on prendra notre pause. Il me semble que c'est George Well. Le gars, il lui met le serpent sur la tête et le mec sort de son personnage un petit peu. Oui, attends, quand même, faut y aller. Faut accepter. Moi, c'est un truc, ça me fait flipper marre. Moi, je déteste les serpents. Donc, je comprends les adversaires quand on dit, tu vas te faire squatcher par Jake Roberts, et après, il va faire quelque chose avec son serpent. Aïe, aïe, aïe. Titre. Donc, comme j'ai dit, il va débuter à la World Wrestling Federation en mars 86.
Pour un run qui va durer, on peut le dire, environ 6 ans. 6 ans. Donc le premier jobber, il va affronter un jobber qui s'appelle José Luis Rivera, on s'en fout. Et le mois d'après, il va participer à WrestleMania 2 face à George Way. Très vite alors. Très vite. Il va être sur En fait, il WrestleMania. signe et direct, il est au Ouais, ouais. Et il est pas managé par le mec qui manageait tous les méchants de l'époque ou un truc Non, comme ça. c'est ça que le truc est... Parce qu'en fait, lui, il fait ses promos. Donc en fait, il n'y a pas besoin de manager. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui Il n'a pas parle. besoin de manager. Et comme sa gimmick est un psychopathe sociopathe, eh ben, il faut pas le faire accompagner. Parce qu'en fait, le mec, tu peux pas être associé à un mec comme ça, sauf si t'es aussi tapé que lui, en gros, si tu veux. Oui. Et au WrestleMania. début, on l'appelle Jake Roberts aussi. Et c'est que après c'est à partir de WrestleMania, on va mettre The Snake, écrit. Jake The Snake Roberts. Mais au début, c'était juste Jake Roberts. Et là, on va prendre notre pause. Et quand on revient de notre pause, tu nous parles de sa prise mythique ou c'est pas tout de suite? On va en parler de sa prise mythique lors de sa première feud, justement. C'est parfait. Donc du coup, Messiah, après son WrestleMania 2, Oui. il entame une grosse feud qui sera importante pour sa carrière. Sa première grosse feud, et ça prouve que McMahon aimait justement son personnage. J'aurai une grosse anecdote plus tard. Il va le mettre face à l'un des mecs qui veut pusher au taquet, l'un des babyface et le plus aimé du public. Il va rentrer en feud face à Ricky the Dragon Steamboat, qui est vraiment un babyface adoré des fans. Putain, c'est un truc de fou, Ricky. Et J'adore Ricky. la feud va commencer à la télé, au Saturday Night Main Event, la sixième édition en mai 86, où Robert va attraper Steamboat et il va lui mettre son DDT directement sur le béton devant les yeux de la femme de Steamboat. Alors, il faut se dire qu'à l'époque, ça, c'était des choses qu'on ne voyait pas tout le temps. On voyait jamais. Oui, qu'on voyait jamais. Donc, il y avait un... Comment dire? Aujourd'hui, ça, pour nous, c'est rien. À Mais l'époque, la tête de Steamboat sur le béton, avec un TDT, une prise qui est censée faire très mal, très dangereuse. on va y venir, on va en parler. C'est une des prises les plus impressionnantes visuellement, parce que t'as vraiment l'impression que le mec s'emplate la tête sur le sol. Donc ça a eu un impact énorme, surtout que Ricky Steamboat, tu l'as dit et je le redis, c'est l'un des top babyface de la fédération. Oui, c'est l'un des mecs les plus aimés par le public. En même temps, il est beau, mais il est beau. Ah oui, bah que s'appelle le métis asiatique, hawaïen et tout. Lui aussi, il est atypique et il sort de l'écran. Et surtout qu'on sait que dans sa gimmick, il est très famille, donc de voir Jake Roberts qui lui pète son finish sur le béton devant sa femme, c'est un impact incroyable. Du coup, on va parler du DDT. C'est l'inventeur de la prise, on l'avait déjà dit dans plusieurs vidéos et je pense que vous en êtes au courant. Maintenant, c'est une prise qui est une prise de transition éculée parce que Complètement éculée. la moitié des catcheurs du monde utilisent des DDT ou des variantes. Lui, c'est l'original. Il l'a inventé par erreur, hein, parce que comme je l'ai dit, il est un peu gauche. Il est très gauche, très maladroit. Et en fait, sur les territoires, un jour, il attrape le mec en front headlock. Donc, il lui fait pour ceux qui connaissent l'UFC, une guillotine, mais debout. Donc, il lui attrape la tête et en fait, il trébuche. Et du coup, le mec le suit et bam, ça finit sur le sol et il dit « Ouh, je tiens quelque chose là. » Le mec est mort, mais il tient quelque chose. Tu as quelque chose. Et à tel point que justement, quand il le mettait, c'était une prise que justement, elle est nouvelle, personne ne la connaît. Donc, beaucoup de gens ne savaient pas la prendre. C'est pour ça que si vous regardez bien, à chaque fois que Jake Roberts met un DDT, il met une petite tape sur le dos de l'adversaire avant de le faire. Vous vous dites que je vais tomber. Pour lui dire qu'il va tomber. Donc il lui met un petit call, mais du coup ça donne un petit style. Moi j'aime bien justement le petit claquement C'est pour prévenir l'adversaire. pour prévenir l'adversaire. Et en discutant avec Ricky the Dragon Steamboat, ce McMahon lui dit tu vas rentrer avec lui, ils discutent tous les deux ensemble, c'est la grosse anecdote. Et il lui dit il veut le segment c'est que je vais te mettre le DDT sur le sol. Par contre c'est très dangereux le DDT, Ricky. Il faut vraiment que tu mettes tes mains. Tu dois mettre tes mains au moment où je tourne. Et Ricky lui fait non mais t'inquiète machin, il fait si tu dois mettre tes mains. Et il lui fait ouais t'inquiète pas. Et en fait il a pas mis ses mains. Abruti. Il a pas mis ses mains. Et en fait du coup comme il avait jamais pris la prise là parce que personne la connaît la prise, il s'est vraiment planté le crâne dans le Genre béton. les mecs à l'époque là, ils pouvaient pas préparer un peu. Bah si, Jake Oui. a voulu préparer. Non mais je veux dire, ils pouvaient pas se retrouver un quart d'heure ou 20 minutes. Pratiquement, à part, c'est Randy Savage qui a commencé à vouloir préparer les matchs comme un ouf, on l'a dit dans cette Ouais, vidéo. sinon Voilà, c'était. voilà. Sinon ils se lâchaient. Tout était en, putain, j'ai plus le terme anglais, ça m'énerve, mais on the line. Ah si, c'est ça, on En the direct, line. ouais. En Voilà. direct. C'est je l'avais donné l'exemple avec justement l'un des premiers gros adversaires de Savage qui est George Animal Steel. Il l'avait dit, c'est la catcheur à l'ancienne, on ne boucle pas les matchs. C'était une notion qui arrivait bien plus tard. Les mecs faisaient on the line en fonction du public.
Donc du coup, en fait, ils ne préparaient pas. Les mecs sont old school. C'est comme ça que ça marchait, en fait. Ah ouais, je suis d'accord, mais bon, je me dis, c'est dommage que pour un truc comme ça, tu peux pas te préparer un peu. Enfin, Ouais, bref. mais sauf qu'en fait, pour rendre la rivalité crédible, c'est génialissime. Oui, oui, Parce que oui. du coup, l'autre, il Oui. s'est emplâtré le crâne dans le béton. Il a eu une commotion cérébrale. Il est Donc, mort. voilà, il a vraiment été blessé. Donc du coup, il a dû être écarté pendant pas mal de temps. Donc ça a donné un truc incroyable, quoi. Et quand McMahon a vu ça, il lui a dit, voilà, on tient un truc de fou, là, ta prise, elle est beaucoup trop dangereuse, ça donne une image de fou. Et vraiment, par contre, Oui, beaucoup trop dangereuse, mais dans le bon sens du dans le terme. bon sens du terme, mais par contre, Jack, il était inconsolable parce qu'il a cru qu'il avait tué Ricky, quoi. Il pensait peut-être que le gars n'allait jamais revenir, quoi. Ah ouais. Donc vraiment, il était inconsolable, mais vraiment, il lui avait dit, il lui avait même au début, quand McMahon lui avait dit le spot, il l'avait refusé, il avait dit non, on le fait pas sur le béton, quoi. Sauf que il lui a dit si tu vas le faire sur le Ah, mais béton. bon, cet abruti Et de Ricky, il a dit vas-y, ça passe, et bon. J'ai glissé, chef. Donc ça a donné un moment incroyable parce qu'il a fini inconscient, hein. En fait, quand Ouais. vous voyez le segment, vous pouvez le voir, hein, il joue pas. Hein. Voilà, c'est pour vous dire, il joue pas Ricky, hein, il vend pas. Hein. Il vend legit là. D'ailleurs, la légende, elle raconte qu'il y a encore la trace du visage de Ricky dans le béton. En fait, il s'est fait une plaque d'Hollywood Ouais, la gueule de Ricky. avec la gueule. Donc du coup, quand Ricky va revenir, il me semble que c'est parce que là, on était en mai. Il me semble qu'il va revenir aux alentours de septembre, un truc comme ça. Ouais, quelques mois quand même. Quelques mois après. Et là, c'est le truc pas ouf, je trouve. C'est qu'au retour de Ricky, il va ramener un dragon de Komodo. Parce que c'est le dragon, donc il va ramener un vrai dragon de Komodo. Il pouvait pas ramener un vrai dragon. Ça n'existe pas trop. Mais du coup, dragon de Komodo, on va citer FHA où ils disent là, je reprends Bill Watts. Là, ça fait le cirque. Ah, oui, oui. Là, ça fait le cirque. Au gars, il a ramené une grande seringue. Voilà, c'était pour faire un combat psychologique entre le serpent de Roberts et le dragon de Komodo de Ricky. Sauf que le dragon de Komodo, il est là, il a rien à foutre. Hogan, il a ramené une seringue pleine de stéroïdes. Et du coup, les deux vont s'affronter énormément sur beaucoup d'house shows. Et Jake va gagner aucun match. Il va presque aucun match. Il va en gagner qu'un seul et par décompte avec ça. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose que tu me diras si j'ai raison dans ce que je raconte. Oui. Tu as un top heel qui est très mauvais in-ring. Jusque-là, Oui. on est d'accord. Tu lui fais faire un gros impact face à une de tes top stars. Un truc qui n'a été jamais vu, jamais fait. Les gens se prennent d'affection pour Ricky Steamboat. Et en plus, pour continuer ta rivalité et pour donner du crédit à Steamboat et donner les gens envie de le voir gagner et botter le cul de Jack, tu fais toujours perdre Jack. Moi, je trouve que c'est intelligent. Surtout à l'époque. À l'époque, moi, je trouve que c'est un booking parfait. Hein. C'est ce qu'il faut. Hein. Et du coup, les deux gros matchs qu'ils vont avoir, je vais quand même les donner. Donc, il y a un show qui s'appelle The Big Event à Toronto, donc au Canada, dans un Snake Pit match. C'est un ODQ. Ok. C'est un ODQ. Et la grosse revanche, parce que, comme j'ai dit, bon, ça s'affronter dans plein de shows, plein de tournées, mais c'est les deux, trois matchs-là. Il y a le retour avec le Dragon de Komodo, le match à Toronto et le Snake Pit match à Toronto et le dernier match de la feud, le gros rematch, c'est en octobre 86 au Saturday Main Event, qui était, on en a déjà parlé beaucoup. Donc ça lui tient quand même à notre ami Jack les 6 premiers mois De mai de à sa carrière octobre, ouais. WWE. Parce que je compte pas hein, le WrestleMania, on s'en fout de la rivalité à WrestleMania. Sa première grosse rivalité, elle dure plus ou moins sur 6 mois. Ouais, sur quelques mois, et c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool. Et durant cette rivalité-là, ils se disent putain, mais il est bon au micro quand même, ce con, fou-là. oui. Ce fou, il est ultra bon. Du coup, McMahon, il lui dit, t'auras le droit à un segment talk, et on va l'appeler The Snake Pit. Et du coup, c'est pour en plus parodier le Piper's Pit de Roddy Piper. Un show dans le show. Le show dans le show, les talk shows, justement, il invite des mecs. Donc il est encore précurseur de ça, la WWE, Mais non, parce que avec Piper. Ouais, voilà, Et c'est eux qui ont créé ensuite, c'est eux plus ou moins les instigateurs du Heartbreak Hotel. Voilà, il y aura le Funeral Parlor, du Taker, il y en aura pas. Et notre préféré, Voilà. Jericho. Ouais, voilà, le Highlight Reel, exactement. Donc c'est vraiment, il fait partie du deuxième gros talk qu'il y a eu la WWF, quoi. Et au début, il était souvent, parce que comme Piper était encore là, en fait, lui, ça devait être le secondaire. Il fallait laisser Piper avoir celui dans les gros shows, le Piper's Pit, et lui, il était relégué à Superstar Wrestling. Quand il faisait les premiers talks Snake Pit, mais quand Roddy Piper une de ses premières retraites après WrestleMania 3,
là, il deviendra le segment final du Snake Pit dans les gros shows, quoi. Donc ça a pris un peu de temps. Oui, sur c'est l'année normal. 87. Et c'est quoi donc? Il invite des gens puis il se fout de leur gueule? Bah en fait il fait des promos quoi. Ouais, c'est ça, il invite un peu d'autres face ou d'autres gars et en fait oui il fait des promos, ils se foutent pas vraiment de leur gueule mais c'est plutôt il les challenge psychologiquement quoi. C'est ça, rentre toujours dans sa gimmick. Ça mène à des matchs quand même. Certains oui mais dans les il y a des grosses flûtes pour des catcheurs mais des fois il y a juste des trucs qui amènent à vendre des places ou juste à vendre des places pour les prochains shows, tu vois. Si tu veux, ça donne pas forcément tout le temps accès à une rivalité. Ouais. Voilà, c'est plus pour mettre de l'emphase sur les personnages. C'est pour ça qu'il y a énormément de promos où les mecs sont juste tout seuls devant une vidéo et qui font des promos à l'époque. Ouais. C'est pas tout le temps pour donner envie à des matchs, ça donne plutôt envie d'acheter des places pour aller voir la WWF. C'est plus pour ça. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Durant l'année 86, La fin d'année, du coup. Voilà, fin d'année, il est tellement populaire, alors qu'ils ont tout fait pour que ce soit le méchant ultime. Hein. Qui a quand même planté la gueule de Ricky et tout ça, mais ils veulent le mettre face au championnat intercontinental. Ils veulent qu'il affronte Randy Savage, déjà à l'époque. Donc c'est putain de cool, hein. C'est que le mec, ça fait même pas un an qu'il a la promotion, vas-y, on retombe vers le titre intercontinental, quoi. Donc c'est bien cool. Face à peut-être l'un des top face de la coupe. Voilà, et il se dit, au moins, McMahon, si je l'envoie face à Randy Savage, les gens vont couper pour Savage et pas pour Roberts. Oui, normalement. Normalement c'est raté parce que quand il présente un match, le match face aux deux, le Jesse Bonaventura qui était l'autre commentateur, l'un des gros commentateurs qui est revenu même un petit peu de temps, le mec est même devenu gouverneur, hein, lui. Oui. Voilà, et que lui c'était un gros heel. Il a fait du cinéma aussi. Il a fait du cinéma, ouais, c'est un excellent commentateur. Il est dans Demolition Man. Voilà. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que lui il est vrai. Lui il fait partie des rares commentateurs vrais, il est pas scripté. Lui. Mais en fait ce qu'il disait, il disait vraiment. Et du coup en fait lui il a accentué sur les chants, il fait hey. Au moins on a un public intelligent aujourd'hui parce que les gens sont pour Roberts. Oh putain. Sauf que ça n'a pas plu à McMahon. Ah bah l'autre il fait péter un câble. Il devait péter les plombs. Ouais, en plus il est à côté. Ouais, bah en plus il est commentateur à côté, mais tu peux y mettre des petits coups de pied comme ça, tu sais. En plus à côté, ça va amener leur premier match entre les deux, entre Savage et Roberts, ça va amener pour un double disqualification. Et en fait, comme Roberts, il est beaucoup trop tiré par le public déjà, il se dit on va couper la rivalité et on va l'envoyer vers Hogan. Roberts. Ah oui, carrément. Parce qu'en fait, il est tellement populaire, ils se disent putain, et même face à Savage, c'est Roberts qui est popé. Du coup, on va l'envoyer vers le gentil ultime, en fait. On va l'envoyer vers Hulk Hogan. Parce que du coup, les gens... Quand tu dis gentil ultime, ça me fait rire. Ouais, ça te fait... on va l'envoyer... Le mec, il cache plus comme un heel. Et du coup, ils se disent putain, en fait, le mec, il commence à être tellement populaire qu'il faut qu'il devienne la némésis de notre plus grande star face. Donc, on va l'envoyer vers le TWF avec Hogan. Ouais. Sauf que... il y a un segment au Snake Pit qui va arriver, un gros segment Snake Pit, où Roberts, il va biter Hogan et il va réussir à lui mettre un gros DDT. Et les gens, ils sont fin heureux. Et en fait, le public, il chante DDT. Et c'est en fait, sa gimmick, son mysticisme, il est tellement populaire. J'en ai des frissons, hein, mec. Que le mec, il est, on se rend pas compte à quel point le mec, c'est l'un des premiers turn face organiques. À cause du public. Là, en fait, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et du coup, comme les gens, ils ont chanté DDT après qu'il ait pilé Hogan, il a été voir McMahon, il a dit, on arrête le programme. Il a dit, tu crois pas que je vais lui claquer mon overness, non? Ouais, il est hors de question que un mec soit plus populaire. Parce que Hogan, à l'époque, il refusait tout programme si le mec allait être plus populaire que lui. Notamment, c'est pour ça qu'il a eu du mal avec Randy Savage. Exactement. Et qu'ils ont fait le Mega Powers. Ouais, bah oui, le Mega Powers, et après, tourner Savage pour que Hogan reste le babyface ultime. C'est pas son genre. Et du coup, McMahon, bah, il est obligé d'abandonner les plans et la feud entre les deux, quoi. Et là, est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un truc qui aurait pu être exceptionnel? Eh ben, je vais citer Roberts lui-même. Lors d'une interview en 2015, il dit, ok, j'étais une grande star, mais il a dit, je suis désolé, on doit pas dire ça, mais j'en veux aux fans de m'avoir tiré à l'époque. Parce que j'aurais pu devenir une encore plus grande star. Si ils chantaient, ils m'auraient hué, ils auraient chanté contre moi, et que les gens étaient toujours derrière Hogan, ben, j'aurais pu devenir WWF champion. Tu crois qu'ils auraient pris le titre quand même? Franchement, je pense que oui. Je pense que oui. C'est l'un de mes... Après avoir réétudié, parce que j'ai pas connu à l'époque, on est d'accord. Hein. Je pense que... On dit très souvent que Roddy Piper avait besoin du titre. Vraiment, il n'en avait pas besoin, il pouvait perdre, on s'en foutait. Pour moi, Jake Roberts, c'est un champion de ce matériel, et c'est vraiment dommage qu'il l'ait jamais eu. Parce que son personnage était tellement hors norme, lui aussi, et il avait tellement de psychologie. Imagine-le en train de faire des promos en mettant le serpent sur la ceinture, en embrassant le serpent et la ceinture comme un gros psychopathe.
T'as ces images dans la tête, là, je passionne Thomas, là, il me regarde, il est à Je vais fond. plus dormir. Il est à fond. Et du coup, ouais, il dit, ça m'a ruiné probablement mon plus gros run de ma vie. Parce que, on se souvient de Jake en tant que plus gros hit de la promotion. Ça fait même pas un an, il va déjà tourner face. Et en fait, quand on va se rendre compte, durant toute sa carrière, il a plus longtemps été face que heel. C'est ça qui est dingo. Ouais. Alors que le mec est un heel génialissime, hein. Et ben en fait les fans étaient tellement fans de lui déjà à l'époque. C'est ça qui est fou, dans l'époque très manichéenne de WWF, le mec il était tellement bon dans son personnage que les fans ne pouvaient pas le huer. C'est un truc de dingue. Ils pouvaient pas le huer. C'est con, tu dis, parce que le mec il aurait pu avoir un certain ressentiment vis-à-vis d'Hogan. Mais non, il s'est... Ouais. Non, parce qu'Hogan de toute façon on pouvait rien lui dire à l'époque de toute façon. Bon bah pourquoi à l'époque? Voilà. C'est une connerie ce que tu viens de dire. Oui, tout le temps, ouais. Le gars ne pouvait rien lui dire, point. Parce qu'il dit, voilà, comme c'était le plus grand des babyface, j'aurais été face à lui dans les main events à la télé et tout, même s'il dit peut-être j'aurais pas pris le titre, mais j'aurais été considéré comme la deuxième plus grande star de la compagnie, quoi. C'est vrai. On est après WrestleMania 3 déjà. On est après WrestleMania. Ou entre les deux WrestleMania. Attends que je dise pas de bêtises, il me semble qu'on est après WrestleMania 3. Oui, oui, on est après WrestleMania 3 parce que Randy Savage est champion intercontinental à. Ah oui. Qui le regagne après contre Steamboat dans l'année 86. Donc oui, c'est ça. Oui, 86 c'est WrestleMania 3 de toute façon. Ouais, ben non, parce que je pensais à la feud entre Hogan et André. Et en fait, on aurait peut-être eu une feud encore aussi légendaire, quoi. C'est ça. Et du coup, son ton face va arriver très peu de temps après dans sa feud face au Honky Tonk Man qu'on a parlé en début de vidéo. Donc le Honky Tonk Man, lui, par contre, lui, les gens n'allaient pas le cheer, hein, le sosie, c'est Jerry Lawler fusionné avec Elvis, quoi. C'est ça, de toute façon, hein, parce que c'est de la famille Lawler. Et en fait, il va attaquer sauvagement Roberts lors d'un Snake Pit. Il aura un autre gars d'Elvis qui va détourner le regard, un autre clone d'Elvis qui va détourner le regard de Roberts, et Honky Tonk Man va venir derrière, il va lui mettre un énorme coup de guitare. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Sauf qu'en fait, la guitare, à l'époque, était pas gimmickée. C'est une vraie guitare. Donc même si le gars contrôle un peu son coup, le coup est mal parti, en plein dans le cou, en plein dans la nuque, et en fait ça va le blesser. C'est pas là qu'il a pas aussi des écharpes de guitare. Ça, c'est une phrase de catcheur. Ça, c'est qu'il a dit dans une interview, il a eu des douleurs pendant longtemps, c'est ce qui fait qu'il est tombé addict au painkiller, et qui dit qu'il ressentait encore les écharpes de la guitare pendant des mois. Oui, bon, ça, c'est une phrase de promo, tu vois, si tu veux. C'est quoi, c'est Honky Tonk Man qui s'est trompé? C'est la guitare qui a pas cassé? C'est quoi? C'était une vraie guitare. Donc, du coup, tu avais coup dans le dos. Mais du coup, c'est que c'était prévu qu'il lui claque dans la gueule et ils ont pas gimmické la guitare? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ils se sont dit, il va le taper safe, et puis voilà, tu vois, ils savent que Hogan, quand il met des coups de chaise, même un couteau à beurre fait plus mal, ils se sont dit, le Honky Tonk Man, il va mettre un coup de guitare safe, quoi. Ah ouais? Ouais, bah non. Bah non. Mais du coup, c'est ce qui donne sa grosse... Il était déjà à l'époque, de toute façon, sous alcool ou sous drogue. Voilà, et c'est dans le DVD Pick of Poison où il dit, il a retiré des morceaux de bois de sa nuque. Hein? Il était déjà, de toute façon, là, sous la drogue et l'alcool. Bah, il était déjà sous l'alcool et tout ça, tu vois. Mais là, c'est encore pire, ouais. Avec les painkillers. Ouais. Et on a dit des bêtises, parce que ce qui s'est passé face à Hogan, c'était début d'année. Ah, donc avant WrestleMania. Avant WrestleMania 3, parce qu'à WrestleMania 3, justement, il va affronter le Honky Tonk Man, où il va être accompagné d'Alice Cooper. Oui, bon, enfin, de toute façon, en soi, la rivalité avec Hogan. Oui, non, mais par contre, peut-être que si ce que tu dis, là, t'es sûr de ton coup, parce que si je redis une connerie, pas que tu me niques dans 2 minutes. Non, je le redis, là, dans mes notes, c'est bien, durant leur match à WrestleMania 3, où Roberts, à Détroit, va être accompagné d'Alice Cooper. Ouais, donc en fait, ça veut dire qu'on aurait pu avoir Hogan à WrestleMania 3, Hogan face à... Je pense pas, je pense que ça aurait été post-WrestleMania, dans la tête de McMahon, c'était de le faire affronter André. Ouais, quoi qu'il arrive, Le but, c'était de mettre Hogan face à André. Dans les plans, ouais. Dans les plans. Mais plus tard, peut-être que ça aurait été le challenger juste après, et qu'il aurait peut-être pris le titre, comme j'ai dit. Ah, ok. Voilà. Donc du coup. Donc après ça, le Honky Tonk Man, il va devenir champion intercontinental, en battant Ricky Steamboat. Est-ce qu'on est d'accord, c'est la période où c'est l'un des meilleurs champions intercontinentaux de l'histoire? Bah, qui a le règne le plus long. Et non, mais un règne intéressant, parce que c'est un champion intercontinental battable. Oui, exactement. Et c'est celui-là où il perd le titre en... Parce que, justement, quand je dis que Roberts, il devait avoir une feud face à Savage continental, Savage perd le titre face à Ricky. Oui, et puis c'est le moment où Ricky veut se barrer en vacances. C'est ça, et donc du coup, c'est Tonk Man. Et Vince McMahon, il lui dit... Voilà. Fuck, j'ai fait un gros fuck. Ouais, c'est ça. Et du coup, Honky Tonk Man qui perdra le titre plus tard face à... l'Ultimate Warrior. Mais du coup, Roberts, il va être en rivalité face au Honky Tonk Man pour le titre intercontinental, et bien évidemment, il va perdre ses matchs, quoi. Il va jamais y arriver.
Ce qui est normal dans le règne du Honky Tonk Man. Le Roberts, on décide de pas lui donner le titre, malheureusement. Mais bon. C'est un peu dommage, mais Voilà. oui, après... Mais ils avaient des plans originaux pour le faire gagner, mais ça a été abandonné. Encore une fois, Et donc, ça arrive beaucoup dans la carrière de Jake. Hein. Plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de plans qui ont été abandonnés. Normalement, il devait le battre pour que Steamboat revienne et récupère le titre, et ça s'est pas fait en fait. d'accord. Ça va être entre Ricky, le Tonkman et Million Dollar Man, et Jake il va être écarté du truc. Dommage. Dommage. J'aime beaucoup sa feud d'après. Sa feud d'après, vraiment importante. Donc là, on est dans l'année 88. C'est face... je pense qu'il faut faire une vidéo un jour sur ce mec-là, parce que je t'en parle de beaucoup de vidéos quand on parle justement des anciens catcheurs. C'est Rick Rude. Mais c'est prévu. Ouais, c'est prévu, il faudra qu'on le fasse. Hein, On nous le demande, hein. Ah ouais, parce que moi... C'est pas prévu là, mais ouais, ça sera prévu j'adore plus Rick Rude. Donc du coup, le ravissant Rick Rude, qui est managé par le cerveau Bobby Heenan, voilà, donc lui il est managé par ça. Et en fait, ça va être dans la gimmick du ravishing Rick Rude, quand il battait des mecs, en fait, c'était pour faire un kiss avec une femme dans le public. Il choisit une femme dans le public pour l'embrasser. Vraiment, avec sa grosse gimmick de coquille macho, machin, tout ça. Et lors d'une édition de Superstar, le Rude, il bat un jobber, et en fait, il dit, je vais choisir une femme au hasard, comme il fait à chaque fois, et en fait, ce salopard, il va choisir la femme de Roberts qui était dans le public. Donc, qui était en plus sa vraie femme à l'époque. Cheryl Smith, du coup. Hein. Et qui refuse de l'embrasser. Normal. Et en plus, elle révèle justement que son mari va pas être content, que son mari, c'est Jake Snake Roberts, et que t'as pas la femme de Roberts. Donc du coup, le Rude, il insulte Robert devant sa femme finit par lui mettre une claque, et en fait il tente d'attaquer la femme de Roberts, et Roberts se met à faire le save. Et Mais les gens ils sont comme des fous là. ils sont comme des fous, hein, parce qu'en plus, comme les gens adorent Roberts, donc c'est un staré, hein, mais on se rend compte qu'il a une femme, voilà, et en plus sa femme elle se laisse pas faire, donc les gens sont à donf, hein. Et durant l'un de leurs gros matchs, quel enculé, le réussissant Rick Rude, je crois que j'avais déjà dit dans une Oui. j'adore ce truc. Il va venir avec un tight, il est souvent avec des tights un peu spéciales, donc c'est collant de catch. Et là, il va venir avec le collant de catch où il y a la tête de la femme de Roberts dessinée dessus. Et sur sa kick. Voilà, l'endroit de la kick. Ouais. Voilà, l'endroit du pubis. C'est beau ça. Voilà, c'est beau. Donc du coup, l'autre il est enragé et tout ça, donc c'est vraiment, vraiment très cool. Et qui gagne la rivalité? Il va être déplacé. C'est une rivalité qui va pas finir encore une fois. Je sais pas ce qu'ils avaient avec Robert de pas lui faire finir sa rivalité. Parce qu'en fait, il va rentrer en rivalité face à André le Géant. Robert. D'où l'histoire avec le serpent. C'est ça, on va en parler. Parce que maintenant qu'André le Géant, il avait tourné Hill depuis WrestleMania 3, un peu avant WrestleMania 3, il est managé par Bobby Heenan aussi. Peut-être un des meilleurs segments quand il tourne Hill, quand il arrache. Quand il arrache sur Dogan, ouais. Et qu'Hogan il saigne un peu parce qu'André Géant lui arrache un peu la peau. Ouais, parce qu'il se coupe pas les ongles. C'est exceptionnel. Ouais. Et qu'il arrache la croix. Oui, la croix, ouais. C'est génial. Les cheveux aussi, c'est lui qui rend Hogan chaud. C'est ça. Et tu dis c'est ça encore dans ce que je donnais comme connerie. T'as dit quoi? Là, il m'écoute pas, ouais. Oui, là, j'ai pas écouté, Je dis, c'est lui qui arrache les cheveux d'Hogan, c'est pour ça qu'Hogan est chaud. Tête de con. Excuse-moi, je regardais mes notes, elles sont en anglais. Ah, putain de bordel. T'as qu'à pas écrire en anglais, connard. Bah oui, mais bon, pour trouver des vraies news, c'est compliqué. Donc, du coup, je les prends en anglais et j'ai pas eu le temps de les traduire. Malheureusement. Donc, donc il va être en feud face à André. Donc, du coup, en fait, Roberts, il est en feud face à la Heenan Family parce qu'il y aura toujours Rude. Oui, Rick Rude. C'est peut-être pour ça que finalement, il passe à une, oui, voilà. Il y a toujours Rick Rude dans l'équation. C'est ça. Et donc, du coup, durant à Saturday Night's Main Event, il va y avoir un match entre André et Rick Rude face à Brutus Barber Beefcake et Jake Roberts, du coup. C'est un match où ils affrontent la Heenan, où en fait Roberts trouve des partenaires pour affronter la Heenan Family, quoi. Pour pas se retrouver solo face à eux. C'est ça. Mais le match, il va être gagné par Roberts. Non, en fait, excuse-moi, j'ai dit des bêtises. C'est pas un match par équipe. C'est qu'en fait, le Rick Rude, il est censé affronter le Brutus. Et en fait, Roberts va intervenir dans le match. Et André aussi qui est là, parce qu'il a une famille. Et Roberts, en fait, il va venir avec son serpent, sauf qu'en fait, André, il a une peur
fini des serpents. Et en fait, ça ce fameux segment dans le ring où André, il est bien en civil, que l'autre il vient avec son serpent, il le terrorise, et André, il arrivait plus à marcher, il se tenait toujours aux cordes. Là, par contre, j'ai jamais vu aussi vite du ring. Hein. Ouais. Voilà. Là, c'était legit. Là, c'était legit, ouais. Donc, après, rien d'important, en fait. Il va vraiment, on va pas s'arrêter vraiment sur toutes ces feuds à ce moment-là, jusqu'au vrai truc important. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, tu veux pas repartir vers la feud la plus importante? Ouais, c'est ça. Je voulais juste parler de la feud avec André parce que ça donne des segments très marrants. Et puis André. Voilà, et c'est mythique. André, mais il y a rien d'important. Vraiment. De toute façon, André, à l'époque-là, il est déjà terminé, malheureusement. Voilà, et en fait, quand tu regardes, même si le public le kiffait, son run de face, en fait, il est assez fade. Hein. Oui, il se passe. À part Rick Rude, à part Tonkman, Rick Rude et André, derrière, c'est pas. Et encore, c'est pas sur des trucs exceptionnels. Non, c'est pas pour du haut de la carte. C'est ça. Il va être en feud face au $1 Million Man, il va participer à pas mal de, comment ça s'appelle, de batailles royales, et il va être dans les matchs, on va dire, il va être dans les matchs, comment ça s'appelle, secondaires de la carte. Il y a une rivalité secondaire qui est quand même un peu rigolote, c'est quand il va affronter le modèle Rick, The Model Martel, hein, Rick Martel, qui avait sa gimmick de modèle, donc où il se parfumait avec son machin, et qui va lui mettre le parfum dans les yeux, et qui donne une promo exceptionnelle où en fait Roberts il a un bandage à l'œil, et qu'en fait on lui dit ouais tu souffres du parfum qui t'a mis dans les yeux et tout, il fait oui, mais il enlève le bandage et là il a un œil blanc. Donc déjà à l'époque vraiment une belle lentille pour vraiment faire croire qu'il est blessé. C'est un peu kitsch aujourd'hui, mais je pense que pour le public de l'époque de voir Robert à moitié aveugle avec ça, je trouve ça et puis bon, faut pas oublier que t'es pas en Ultra HD à la télé. Voilà, c'est ça, et donc du coup c'est le fameux parfum arrogance. Et ce qui va donner un match contre les deux à WrestleMania 7 où c'est un blindfold match, le premier blindfold match de l'histoire, qui est à chier par terre. C'est quoi? C'est aveugle? C'est ça, les deux ont un sac sur la tête. Parce qu'en fait, comme l'autre, il lui a envoyé un œil, il fait, faut qu'on se batte à armes égales, tu m'as eu un œil, bah du coup, on va s'affronter sans yeux, toi et moi, quoi. En gros, c'est ça. Et dis pas qui c'est qui gagne, ça sert à rien. Ouais, non, allez voir ce match. Franchement, allez le voir, mais du coup, c'est un match un peu ridicule, parce qu'en fait, c'est un match pour faire participer le public. Par contre, ça fonctionne. Parce qu'en fait, comme les mecs qui tapent un peu au hasard, ils voient très bien, hein, de toute façon. Hein. Vous vous doutez bien qu'ils vont pas vraiment leur mettre des sacs et qu'ils voient que dalle. Hein, c'est pas vrai. Parce que t'es dans un ring, le mec va passer au-dessus des cordes, il va se briser la nuque. Au bout d'un moment, il faut être intelligent dans le tas. Et j'ai envie de faire mon efface chez A. C'est pas ce qu'il avait fait notre ami Big Cass, non, l'autre. Merde, j'ai plus le nom. Enzo Amore qui était passé entre les cordes, qui s'était pété quelque chose. Oui. C'est parce qu'il avait un masque. Non, lui, il l'avait pas. Ah merde. Lui, il est juste con. Par contre, du coup, j'ai envie de faire mon petit big up efface chez A. Quel est le deuxième blindfold match de l'histoire de la WWE? C'est Triple H. Ouais, mais t'as le contexte? Non. Mais je l'ai vu. Donc c'est Monsieur Levesque en 2002. Oui, voilà, je l'ai vu. Lors d'un Raw roulette où il décidait des matchs du show au pif avec une roulette et en fait il affronte D'Lo Brown. Voilà, je l'ai vu. Celui-là, je l'ai vu sur la télé. C'est de la merde. Je me demande s'il est pas pire que ça. Et à un moment, il enlève le truc du masque. Je l'ai vu. Mais sûr, c'est un des matchs préférés. Je le regarde avant de dormir. Ensuite, vu qu'on a plus Pornhub. Alors, là, on est obligé de parler de cette feud là. C'est sa dernière feud en tant que face. Elle est quand même importante parce que ça va donner un segment très dégueulasse. Il va donc du coup on est début 91 hein, donc on a déjà bien avancé dans les années. Hein. Ah oui, parce que là on est presque sur la fin de son run. Ouais, bien sûr. On va parler des dernières feuds de il y en a une, on va la skipper parce qu'on l'a fait dans la vidéo du Macho Man. Oui. Donc on va aller assez vite. Mais la feud là, on est quand même obligé de parler de sa feud dégueulasse face à Earthquake. Ah, je connais pas ça. Voilà, le Earthquake, tu vois qui c'est. Oui, Earthquake, oui. Le gros. Et en fait, c'est lui le. C'est Earthquake ou c'est l'autre le. Non, le Shockmaster c'est l'autre. C'est Typhoon. Voilà, lui c'est Avalanche et ensuite c'est The Shark. Ouais, c'est bon ça. Voilà. Et en fait lors d'un Superstar, donc en avril, il va y avoir le fameux segment où en fait Earthquake va tuer le serpent de Robert. Les gens sont en pleurs. En pleurs. Parce qu'en fait le serpent il est dans le sac. Heureusement, j'espère que. Non, ça c'est reconnu qu'il est pas dedans. Ouais, heureusement. Et en fait, Earthquake va mettre son fameux finish, donc le Earthquake. Là où il tape sur le sol et qu'en fait il lâche son gros cul sur ses adversaires, bah là il va lâcher son gros cul sur le serpent. Et donc du coup, les gens sont ce que s'appelle sont vraiment ils sont abattus. Dévastés, moi j'avais. Ils sont dévastés, merci, cherchez le mot. Et par contre, ça a été dit en interview, c'est pas une blague en fait. J'ai noté dans mes notes, c'était vraiment des hamburgers dans le sac.
Oui, ça je l'avais lu. Vraiment, pour vraiment que ça s'écrase, quoi. Donc, Mais là, il y avait des trucs dans le sac et je crois même qu'il y avait un mais celui de Burger, c'était vraiment des. Ah, et puis il y avait un steaks. truc, je crois, il y avait un système un peu de vérin hydraulique ou un truc pour faire croire que le sac bougeait. Exactement, bien vu Thomas, c'est exactement Il me semble ça. que c'est ça. Et C'est du coup, exactement quand ça. l'autre il saute dessus et qu'il écrase tout, déjà il y a un bruit comme si t'écrases quelque chose et les gens ils sont mais en détresse totale. Ouais, c'est Et exactement. est-ce que ça mène à un match face aux deux? Parce que finalement il y a... Attends que je dise pas de bêtises. Oui, ça donne un match au Madison Square Garden en juillet derrière. Il y a juste un segment très très marrant où en fait poste ça dans un Prime Wrestling, donc du coup une émission talk. Earthquake en fait la WWF a présenté des Quake Burgers. à base de serpent quoi. Voilà, Toujours du bon goût. toujours du bon goût, voilà, c'est ça. Mais C'est nul à chier. c'est le segment là est plus mémorable que les matchs en soi, non? Bien sûr. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que Roberts va revenir avec un nouveau serpent qui va appeler le Damien Lucifer, Ouais. qui est le grand frère de Damien du coup, donc Lucifer. Et il va réussir à battre Earthquake ou Madison Square Garden. Ouais, c'est cool. En plus, au Madison, c'est à la maison de WWE. Et en plus, c'est la réconciliation entre André et Roberts, parce que André est dans le coin de Roberts. Ah, c'est cool ça. Donc c'est cool. Ouais, c'est un moment où André... C'est encore une fois, c'est des feuds très mid-card, mais au moins ça donne vraiment du cri. Parce que là, en fait, c'est quoi sa dernière feud mythique? C'est là, ce qui va arriver là. Bah là, on va quand arriver il va- dans tout ce segment-là. C'est quand il va prendre, c'est quand comment il s'appelle le On Warrior. arrive avec le Warrior. Le Warrior va exactement. vouloir le prendre va vouloir aller sous l'aile du. C'est ça. Où ça donne des trucs complètement kitsch. C'est ça. On arrive. Est-ce que tu veux prendre la pause maintenant? Non, vas-y, après ça. Après ça. Donc on arrive en été 91 et en fait il y a pas mal de vignettes où en fait le Warrior il a besoin d'aide pour battre l'Undertaker. Et là, il arrive pas. Il arrive pas. et C'est voilà. là où il fait Snake Man. C'est Snake Man, donne-moi tout ce que tu veux, Snake Man. Et en fait, il demande à Robert de l'aide face à l'Undertaker. Il a encore fait ça, Robert. Donc, du coup, ça marche bien, tu vois. Et en fait, ça va être pas mal de. Allez voir Mais attends, t'en parles là. J'en parle, ouais. Dans l'émission, tu parles du moment où l'autre il est habillé avec le short. Ah ouais, non mais le style du roller, en fait, il va lui faire plein d'épreuves un peu bizarres Initiative. dans le Snake Pit, des épreuves initiatives au Snake Pit. Et en Tu fait, trouvais déjà pas le mot Voilà. dans l'émission. Dans la Exactement, voilà, merci. C'est dans l'émission du Warrior. Dans l'émission du Roberts, de Roberts. Du Oui, Warrior. oui, mais j'en parle dans l'émission du Warrior, oui. Mais c'est dans le talk show du Oui, Warrior. oui, non, mais moi je te parle, toi tu parles de ça dans l'émission du Voilà, Warrior. c'est ça. Donc du coup, il y a une des épreuves où en fait, il enferme le Warrior dans une pièce, Avec plein de serpents. avec full serpent, et l'autre, oui, il a un style improbable, il est en short avec des Santiago, c'est le Warrior, quoi. Il va lui mettre aussi enfermé où il a que sa tête qui dépasse, Oui, que des conneries. Snake Man. Et Et en en fait- tout ce que t'as Snake Man. Et en fait, lors d'un funérail, en fait, Robert, il est allié au Taker, et ils vont baiser Warrior pour l'enfermer dans le cercueil. Donc il retourne heal. Et là, il tourne, enfin. Donc les gens sont super contents. Comme mine de rien, les gens sont contents. En plus, il est avec l'Undertaker, c'est pas déconnant en C'est soi. très très bien. Donc du coup, en fait, les funérailles parlor, les promos entre Paul Bearer et Jake Roberts, c'est le Taker derrière, le mort-vivant derrière, c'est génial. En vrai, c'est vraiment cool, ça pète. Et leur gros fait, bon, le truc c'est que ça va quand même donner, c'est le Warrior qui gagne la feud. Tu vois, il va battre le Taker, mais c'est l'un des premiers qui sort du Tombstone, qui va annoncer le Tombstone. C'est à ce moment-là où il va présenter la première fois le King Cobra. On va y venir, hein. C'est dans la feud avec le Warrior où il présente un Cobra. Ah là, le serpent. C'est le serpent, un vrai Le Cobra. fameux Cobra qui va mordre. C'est ça, c'est pour ça que on va y Un revenir. peu le bras d'un certain d'un certain Randy C'est ça. C'est Orton. ça. C'est Savage. ça. Parce qu'en fait, plus tard dans le segment, le Warrior, en fait, il essaie de chercher les deux gars pour leur casser la gueule. Et en fait, il va ouvrir un coffre ouais. et il va y avoir le King Cobra dedans. Et il va se faire attaquer par le King Cobra, quoi. Ouais, bon. Encore dans les segments un peu chelous, quoi, tu vois, très kitsch. Très 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 kitsch. Mais le problème, c'est que la feud, justement, c'est qu'en fait, il avait déjà affronté le Taker, mais non, il aurait dû affronter Roberts. C'est pas du Warrior. Du Warrior. Ouais. Sauf que c'est à ce moment-là. Où le Warrior se fait dégager. Ah oui, dans la nuit de SummerSlam. Donc Ouais. en fait, il n'y a pas de match. Et Parce voilà. que logiquement, ça aurait dû être ce match-là dans le. À SummerSlam. C'est ça, dans SummerSlam. Et c'est. C'est le fameux SummerSlam où Randy Savage. C'est le mariage avec Elisabeth. Voilà. Le mariage, exactement. Par contre, le truc que je veux vraiment dire, parce que j'adore cette. C'est tout simple hein, comme catchphrase. Mais c'est là où il lance cette catchphrase, le Trust me. En fait, Fais-moi confiance. fais-moi confiance pour dire après, I'm the snake, never trust
Snake. Ouais. Donc en fait, il dit fais-moi confiance. C'est K. J'aime bien cette référence. C'est K du livre de la jungle. Ouais. Et confiance. Et confiance, crois en moi. Voilà. Et du coup, ça mène à la rivalité qu'on avait traitée Bah, ouais. dans l'émission de Savage, c'est ça. Donc on va faire très vite. C'est qu'en fait. Allez la voir, les gars, elle est très bien. Voilà, c'est ça. C'est qu'au lieu d'affronter, de finir la rivalité face au Warrior, vous l'avez dit, il va affronter. Il va tenter de gâcher le remariage de Savage et en offrant un cadeau avec un serpent à l'intérieur. Ouais, ok. Donc toute cette rivalité avec Macho Man, on l'a faite dans notre émission sur Macho Man. Où vraiment l'image marquante, c'est quand le serpent mange le bras de Macho Man. Le bras du Macho Man. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on arrive au fameux Not You. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on va pas parler du backstage vu qu'on en parle la vidéo de Savage. C'est qu'en fait, ils vont couper le programme et à en fait, cause on va du père de Miss Elizabeth et en fait, il va switcher dans sa rivalité parce que les gens voulaient, de toute façon, ils voulaient tuer Undertaker. Ils vont faire tourner face Undertaker. C'est pas qu'on veut pas parler de ça, c'est comme on l'a déjà traité dans l'émission sur le Warrior, hein, je dis pour les gens. De Savage, la fameuse claque sur Elizabeth. C'est ça. Où en fait, on sait qu'elle est totalement safe. Les parents d'Elizabeth ont très mal pris le truc parce qu'ils avaient fait promettre à Savage qu'elle ne soit jamais appliquée physiquement dans le ring. Ouais. Ça a failli partir en coup de fusil parce que le père d'Elizabeth était... Ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont coupé le programme. Par contre, je vous conseille quand même d'aller voir ce segment complet et la promo de Roberts après où c'est un gros psycho. C'est l'un de ses meilleurs moments de sa vie d'avoir giflé Elisabeth, ouais. Voilà. J'adore mais je vous dis, c'est pas que je veux pas qu'on la refasse, c'est comme on avait dit avec Messiah. Ça fait pas si longtemps qu'on l'a faite. Et puis voilà, ça veut pas que ça devienne notre Starcade 97. Voilà. On va la répéter 8 fois, donc c'est bon. Là, vous allez écouter l'émission sur le Warrior. Sur Savage. Quelle soupe au vermicelle sur Savage. Mais bon, finalement, en soi, comme la rivalité elle est vite coupée, il n'y a pas grand chose à réexpliquer. Et en fait, la rivalité se finit où en fait Jake Roberts il attend l'arrivée de Savage et Elizabeth qui vont passer le rideau, il veut leur mettre un coup de chaise et en fait au moment où il veut mettre le coup de chaise, Savage esquive, c'est Elizabeth qui va le prendre et le Taker arrête la chaise. Et en fait, dans un segment après au Funeral Parlor, le Roberts il attaque le Taker en lui disant de quel côté tu es? Not yours. Et ça mène à un match. Le face turn du Taker et ça amène un match pour WrestleMania 8. Où tu voulais expliquer. Voilà, c'est son dernier match à WWF pour cette période. Parce qu'en fait, on lui avait promis durant toutes les dernières périodes de l'année où il devait prendre une place en backstage. En fait, lui aussi, il commence à être cassé physiquement. On sait qu'il a beaucoup de problèmes liés à ses démons. Et en fait, comme il est trop fort, on lui promet un poste créatif. Sauf que durant cette période-là, Pat Patterson, il est englobé dans des affaires un peu sales. Et en fait, il est retiré de la fédération. Et en fait, le McMahon lui dit, bah non, en fait, on va pas te donner le poste là, parce que c'est le poste historique de Pat Patterson. Et par rapport à l'honneur de Pat Patterson dans l'entreprise, on donne pas le poste à quelqu'un d'autre. Robert s'enrage, il devient fou, il pète les plombs. Surtout que, comme on a dit, il est défini. Et voilà, c'est ça, il a des gros problèmes, il a tous ces gros problèmes de drogue, de painkiller et d'alcool. Donc en fait, il le prend extrêmement mal. Et en fait, il fait un ultimatum à McMahon. Il dit, tu m'as pris pour un con, tu me donnes pas le poste que je veux. Si tu me payes pas le double ou le triple de mon salaire avant que je parte, je fais no show. Voilà, je fais no show et je vais pas affronter le Taker. Donc McMahon n'a pas qu'on lui prend sa main, donc il a quand même dû accepter parce qu'il voulait pas gâcher son show. Et derrière, Roberts dégage de la fédération. Et il va. Mais il a été très pro parce que il a fait tout le taf qu'il fallait face à Taker. Hey, il s'est pris son petit billet. Et tu as même dit qu'il regrettait, tu as expliqué. C'est ça, dans son DVD, il explique que c'est l'une des plus grosses erreurs de sa vie parce que il n'aurait pas dû le prendre comme ça, parce qu'il s'est coupé beaucoup de portes, il aurait pu revenir peut-être plus tôt. Et qu'en fait, il aurait dû quand même rester à la WWF, vu l'utilisation qu'il va avoir à la WCW. Et puis en plus, il lui aurait peut-être pas donné le poste de Pat Patterson, mais ils auraient pu lui donner un poste. C'est ça, il aurait pu négocier autrement. Et en fait, il l'a pris sous le coup de l'émotion. Et puis comme il était, de toute façon, quand t'as tendance à être défoncé 24/7, bah tu réagis différemment. Hein. Des fois, tu réagis un peu trop à fleur de peau. Voilà. Donc on va pas le Teletubbies. Voilà, on va parler un peu de son run WCW dans cette période. Durant ses négociations avant sa fin de contrat, il négocie avec le booker qu'on a parlé tout à l'heure, le Pizza Guy, Jim Herd. Comme c'est une grosse star WWF, il est censé avoir un contrat mirobolant. Il me semble que c'est 3,5 millions par an. Donc c'est un très bon contrat. Enfin, c'est un contrat de 3 ans. Ouais. Même si c'est 3,5 millions sur 3 ans, c'est déjà énorme, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est peut-être même ça. Je crois que t'as raison, je crois que c'est ça en plus. C'est énorme quand même, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est énorme. Et en fait, au moment
il accepte de signer tout ça, sauf qu'au moment où il arrive, c'est plus le même booker. C'est son pote. C'est son fameux pote, c'est Bill Watts, qui est le booker en chef de la WCW de l'époque. Donc, ils peuvent pas se saquer les deux, parce que c'était Bill Watts qui lui avait refusé de prendre un serpent. Lui... Félicitations pour ton foreshadowing, mais ça y est. Ah oui, bah voilà, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, ça clique pas. Mine de rien, comme c'est un gros nom et qu'ils l'ont signé, Bill Watts, il va quand même le mettre face à Sting. Donc, il va quand même le mettre au main event. Sauf que ses prétentions salariales vont être revues à la baisse. Parce que d'un contrat de 3,5 millions, on passe à 200 000. C'est ça. Et là, je pense que c'est 200 000 par an. Ouais, bah ça fait 600 000, ça fait quand même... Ouais, c'est un gros downside, hein, c'est divisé par 5. Hein. Ouais, voilà. Et quand il affronte Par Sting, oui. c'est un moment où Sting, on lui met tous les tapés. C'est ça, parce que du coup, Jack Roberts, il va s'allier avec Cactus Jack, avec le Barbarian. Ils vont faire du bon goût sans le savoir, parce que ils vont mettre aux côtés de Robert son père. Et mais ça, Ils pouvaient pas le savoir. tu peux pas savoir que le père de... Voilà, ils pouvaient pas le savoir. Mais bon, ça doit rajouter dans ces démons qui commençaient à être bien haut à l'époque. Et Roberts a détesté son run WCW. Il avait pas aimé bosser avec Sting. Parce qu'il avait dit que en fait Sting, comme il était déjà une grosse star, en fait il sortait pas assez les doigts pour lui. C'est un peu gonflé, hein, je pense. Pardon. Voilà, ouais, je pense parce que comme il était tellement défoncé qu'il il devait être juste deck de pas être assez. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait affronté Goldberg? Et le seul match à retenir, c'est le Glove Minor match face à Sting, qui est pas bon en plus. De toute façon, il fait pas les 3 ans. Non, il fait pas les 3 ans. Après, il fait quoi? Il vivote un peu dans les... Il vit dans les circuits indépendants. Je sais qu'il va aller dans la fédération de Jim Cornette. Parce que malgré tous ces démons, c'est quand même un nom. C'est quand même un nom. Donc du coup, il va avoir, je sais qu'il va catcher dans la fédération de Jim Cornette, donc la Smoky Mountain Wrestling. Il va avoir un petit passage au Mexique où il va affronter quand même la grosse star de la AAA, Conan, et il va même perdre un Air versus Air match. ses cheveux. Voilà, ses cheveux. Impressionnant. Voilà, heureusement qu'il y a eu le temps que ça repousse avant 96. Ouais. Et Il a pas les cheveux super longs en 96, je crois. Il a long, mais pas comme à l'époque. ah, je sais plus. Je Bon, sais plus non plus. en Non, soi, les cheveux les sont cheveux. longs. Hein. Et il aura un tout petit passage New Japan, mais bon, je pense que Inoki, il a dû voir le mec, il fait, oh, ça va être compliqué à bouquer. Donc c'est vraiment des petits passages pas d'importance. C'est beau le saké. Ouais. J'ai jamais essayé. Et du coup, on va arriver à son retour à la WWF en 96. Excuse-moi, juste je te coupe 2 secondes. Tu m'avais dit qu'il allait à la ECW, donc c'est après son retour à la WWF. Ouais, c'est après. Ok, autant pour moi. C'est après. Donc en 96, il revient chez McMahon. Donc il arrive à renégocier. Et c'est là où il est le plus bas. Donc en fait, il dit qu'il est Newborn Christian. À ce moment-là, il va l'être dans sa vie. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, ses démons sont trop forts. Donc il revient et on décide de lui mettre dans sa gimmick. Où en fait, il revient en tant que face, dans un retour surprise à la Survivor Series, il me semble. Et il va prôner la Bible. En fait, il va prôner le Et dans ses catchphrases, et dans ses promos, il cite souvent, des versets. et notamment le verset de Jean 3,16, je crois. Voilà, c'est ça, de Jean 3,16. De- On va y venir, parce que je voulais juste parler de son état physique de l'époque. Là, sa shape, le peu de shape qu'il avait. Il y a pas de shape, là. C'est, il a le bide à Homer, quoi. C'est un bide. Ah, mon Dieu, c'est un bidou, hein. Bide à bière as fuck, il est fatigué, ça se voit. Il catch ou pas? Oui, il catch en plus, hein, il catch beaucoup. Donc au début, il a même, il y a dans un seul show, ils vont le mettre torse nu, et ils se sont dit, oulala. Et en fait, il a un vieux gilet, on dirait la veste en serpillière de Le Père Noël est une ordure. Je te jure, ah mon Dieu. J'avais juste besoin d'un truc pour sentir les poubelles. Ah ouais, ça ressemble à rien, il a un vieux gilet grisâtre dégueulasse. Putain, il est pas beau, là, il est vraiment pas bon. Tu connais le vrai titre normalement du Père Noël est une ordure? Ça aurait dû être Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Voilà, c'est tout, je te laisse reprendre. Je savais pas. Ouais. Ah là, putain, j'aurais appris quelque chose ce soir. Voilà. Et comme tu dis, il va y avoir un truc important, c'est qu'en fait, il va participer au King of the Ring 96. Et il est à des points importants du King of the Ring là, parce que on va faire une histoire de Cendrillon, en fait. Où le mec, personne ne croit en lui, le mec croit en Dieu, il croit que Dieu va l'aider, mais il est au bout de sa vie, c'est une ancienne star du catch, on pense qu'il gagnera jamais. Il va réussir à aller en finale. Bon, en même temps, il va passer un tour parce que Vader va se faire disqualifier, il est con Vader. Putain, le booking de Vader, merde. Putain, le mec, il est au King of the Ring, il se fait DQ, quoi. T'as pas un autre match pour te faire DQ, connard. Attends. Vader, de toute façon. Voilà. Il arrive à battre, je sais plus quel autre catcheur. Sauf que dans de King of the Ring là, il y a un autre gars qui arrive en finale. Triple H.
Ça aurait dû. Ça aurait dû, Ça aurait dû, Je le normalement. dis sérieusement. Ah oui, ça aurait dû. Normalement, ça aurait dû être Triple H. Mais non. C'est notre ami Stone Cold Steve Austin. Donc la finale, c'est Jake Roberts contre Stone Cold Steve Austin. Steve Austin gagne. C'est pas un C'est bon même match. plus un angle qu'un match, presque. Limite, ouais, franchement limite. Et en fait, Steve Austin prend le micro, il est interviewé par Doc Hendricks, qui est Michael Hayes. Et c'est là où il sort sa fameuse promo. Ouais, tu parles toujours de tes psaumes, de tes versets. Tu cites Toi, Jean tu 3.16. cites Jean 3.16 et moi je te dis Austin 3.16 et t'as botté le cul. Austin 3.16, I just kick your ass. Voilà. Et le lendemain, Voilà. des signs partout. Partout, pognon. Austin 3.16. Voilà, donc, Clic, 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 donc clic. sans le vouloir, il a participé au déclenchement du gros personnage d'Austin. De la Austin era. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai Austin Il aura era. il aura un dernier truc post ça qui est immonde. Je sais qu'ils ont gagné le Melzer Award de la technique promotionnelle la plus dégueulasse de l'année, je crois en 96. Il va être en rivalité face à Jerry Lawler, où Jerry Lawler va mettre à la télé que c'est un gros alcoolique. Et que des segments un peu immondes en montrant que c'est un gros... En plus, je veux dire, ça s'écrivait tout seul, la rivalité avec Jerry Lawler. Ouais. Ouais, mon oncle ou mon cousin, où il t'a pété la tête il y a 10 ans, bah moi je vais faire pareil. Ouais, t'étais Ça pas obligé s'écrivait tout seul, t'es pas obligé de dire qu'il était alcoolique, Voilà. ça se voyait de toute façon. Surtout, ça se voyait, surtout que dans cette gimmick, là, il est New Born Christian. Putain, en fait, tu casses même son truc, quoi. Et durant cette période-là, il y a le tournage du documentaire Beyond the Mat. Oh putain. Voilà, donc on va pas en parler, hein, mais Non. si vous avez l'occasion de voir ce documentaire, regardez-le si tout va bien dans votre vie. Oui, non, puis ouais. Voilà, par contre, Ouais. si vous êtes un peu dépressif, le regardez pas. Ouais, les gens du Discord, évitez de le regarder. On le regardera pas en watch along. Ouais. Ou sans moi. Ah bah moi je serai pas là. Et du coup, surtout ça parle de sa rivalité, de sa relation avec sa fille. Oui, et c'est- franchement, c'est Il est décevant. Non mais, Bah, vas-y. il dit même sa fameuse phrase où on pense même qu'il va se foutre en l'air parce Mhm. qu'il dit la fameuse phrase I'm fucked up, quoi. I'm fucked. J'en peux J'en plus. peux plus. Donc du coup, il va se faire de nouveau licencier parce que c'est plus possible. Et là, il va continuer à tourner dans le circuit indépendant. Et je suis obligé de parler d'un certain show. Tu veux pas parler de la ECW d'abord? Ah si, il y a un petit passage à l'ECW, pas important du tout aussi, où il va faire une équipe avec Tommy Dreamer. Ça va les coups que je le tease. Ouais. 2 fois. Ouais, 2 fois, mais en vrai, y a rien. Mais bon, moi il y est. Voilà, Au moins lui il a fait. il a tout fait, de toute façon. Parce qu'il va faire la TNA un peu plus tard, de toute façon. Donc vraiment, il passe un peu partout. Là, il va avoir un gros passage circuit indépendant où il va vraiment faire énormément de shows alors que le mec, il est au bout de sa Oui, mais life. il faut bien vivre. Faut bien vivre, mais il est au bout de sa life. Et Là c'est alimentaire, on Le- est d'accord. ouais, Enfin, liquide pour lui. Top là. Je suis obligé de parler du pinacle de son mal-être. Je suis obligé, je suis désolé. On va parler, je pense, de l'un des pires shows de catch de tous les temps. Je pense que je rencontre le booker de show, je pense que je lui mets un coup de tête. Je pense que c'est mérité. Hein. Le show Hero of the Wrestling, qui se passe au Mississippi, il me semble, ou non, au Missouri, je crois, où le mec décide de faire un show de catch avec que des légendes du catch, sauf qu'en fait, le mec, il a choisi les légendes du catch ou à l'EHPAD, ou dans les centres de toxicomanie, ou à l'hôpital. En fait, il prend tous les mecs qui sont en fin de vie. Et en fait, Jake, il est censé avoir un match face à Jim Neidhart. Donc, Jake, au bout de sa vie d'alcool et de physique face à l'autre qui sait pas catcher, ça aurait été magique, déjà. À l'enclume. Hein? Face à l'enclume, oui, voilà, c'est ça, big up à Ishtou, hein, voilà, le pire catcheur de tous les temps. Ishtou. Et, Ishtou, le pote. Non, mais Ishtou, le pire catcheur de tous les temps. Non, l'enclume. Et le main event, c'était censé être King Kong Bundy contre Yokozuna. Donc, Yokozuna, il était aussi parti de la WWF à ce moment-là, parce qu'il était trop gros. Mais Yokozuna, il est pas presque en fin de vie aussi. Ah si, il meurt pas longtemps après, il me semble. Mais sauf que c'était Yokozuna, il était on top main eventer. Il est parti, on l'avait mis en cure, justement pour qu'il maigrisse, parce que ça c'était pas possible. Et en fait, quand il revient en 95-96, il est encore plus gros. C'est le Big Show, ça. Quand il est en équipe avec Owen Hart, où il est encore plus gros. Et derrière, il se fait licencier parce qu'en fait, le mec, les centres de cure d'amaigrissement, c'est pas des asiles, c'est pas des tôles. Donc en fait, c'est qu'en fait, au lieu d'être dans la cure, il se levait, il sortait, il allait au fast-food. Ouais, C'est il est mort en reconnu. 2000, il est mort quelques années Voilà, après. Hein. donc c'est reconnu. Putain, jeune, Donc, 34 ans. Ah oui, mais en même temps, le poids, Thomas, t'as vu le physique, Ouais, c'était pas possible. Au bout d'un moment, il y a tout qu'à Là, lâcher. il est Quoi. monté jusqu'à 290 kilos. Ouais. Vous vous rendez compte, les amis. Hein. Et donc le main event, c'est deux gros, hein, c'est King Kong Bundy aussi, il était en fin de vie à ce moment-là. Et King Kong Bundy, il a catché les années 70, hein, 70-80, donc lui aussi, il devait être déjà bien entamé. Hein. Donc
Bah, en fait, le promoteur, il se rend compte que durant le show, bah merde, en fait, je peux pas faire de 1v1 parce qu'en fait, il y a les deux. Ouais, il était en fin de vie, il a vécu 20 ans de plus quand même, hein. Ah oui, mais de rien, Ouais, mais bon, il est mort, après, comment dire, sa carrière pro, elle commence en 81. Ah, Il était vraiment tout jeune, mais il décède à 63 ans. ouais, il a pas vécu vieux non plus. Hein. Non, il a pas vécu vieux non plus, mais Je crois qu'il avait catché beaucoup plus tôt, donc je me suis trompé. S'il commence en 81, en fait, ça va. enfin, c'est déjà quand même, on est déjà sur 20 ans de carrière, et puis Ouais. bon, il arrête en 2007 quand même, il est quand même plus sur la fin que du début. Puis Ouais, de c'est toute ça. façon, le corps qu'il avait, King of 10, ça lui permet pas de continuer. Excuse-moi, c'est pas pertinent, mais j'aime bien un peu revoir un peu les Ouais, catcheurs. je dis des bêtises. Et Pas tant que ça. voilà. Et du coup, le promoteur Mongol, il se rend compte qu'il peut pas faire catcher du 1v1 parce qu'en fait, Roberts, lui, il est anéanti. Je pense que son taux d'alcoolémie est supérieur à Steve Austin à WrestleMania, là. Lui, au moins, il conduisait pas Il de est quoi. défoncé, il fait une promo. Je l'ai vu. Il tient l'intervieweur par le cou, avec son bras, mais parce qu'en fait, il tient plus debout. C'est pas pour l'attraper et lui mettre la pression, non. Austin Michaels en 98. C'est ça, c'est parce qu'en fait, il tient plus debout. Et en fait, il commence à parler de son snake. Sauf qu'en fait, il ne parle pas de son snake. Mais il en a compris. Voilà. On ne prend pas pour des cons, quoi. Voilà, c'est ça. Claude Makelele, les gars. Le snake au plus bas. Donc, c'est catastrophique. Il est défoncé. Donc, il fait un main event. Il transforme ça en match par équipe. Donc, en fait, Jim Neidhart et Jake Roberts face à Kingomode et Yokozuna. Et en fait, la fin du match, c'est que Roberts, au bout d'un moment, il tombe. Et en fait, il peut plus se relever. Tellement il est défoncé. Donc, C'est la gênance. c'est la pitié absolue. C'est la Du coup, gênance. King Kong Bundy, il dit, vas-y, je fais un splash, on fait un 2-3 et on arrête le massacre. Parce que c'est déglingué, quoi. C'est triste, hein. Ouais, c'est triste. Il sera toujours dans le mal et surtout avec beaucoup de poids. Il va faire une apparition à la WWE en 2005. Ouais, pour pusher Randy Orton. Voilà, c'est Randy Orton qui est dans sa rivalité face au Taker pour WrestleMania 21. Pour avoir regardé les amis quand même avec toi la vidéo, parce que ça va très vite, hein. Oui, C'est un highlight reel ouais. et il a quand même encore une pop exceptionnelle. Ah bah oui, non mais en même temps, en plus son theme song, on en a pas parlé, il est génialissime le theme song WWF. Voilà, c'est fait, je t'ai fait la passe. Voilà, et en fait c'est juste un segment, comme tu dis. Il prend RKO. De toute façon, on peut pas faire autre chose. Il peut pas faire autre chose, c'est déjà tout cassé. Donc je dis ça, mais il va quand même, après ça, faire des apparitions à la télé. Et ça va permettre justement à Raven de bien spinner. Parce que du coup, il est face à son inspirateur, son mentor Son psychologique. aspirateur. Son aspirateur. J'ai pensé à Doofy. Oh merde. Donc du coup, il va se prendre Raven qui va se prendre un DDT par Robert, donc c'est très cool. Ouais. Voilà, c'est des apparitions un peu sympas et en fait, ça permet à Raven de boucler la boucle par rapport à sa Et gimmick. puis Surtout que Raven, il a tellement pris Jake Roberts que le finish de Raven, c'est l'un des meilleurs DDT Un du pas. business. Bah non, non, c'est pas celui-là, Lombardi. Oui, Non. c'est le. Evenflow DDT. Ah oui, là, Parce que c'est le Raven Effect à WWF, je déteste ce nom, c'est le Evenflow DDT. Canon pas leur DDT. Et du coup, et quand même, il y a une chose importante à dire, c'est qu'en 2012, parce que là, on est dans les années. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il a continué à faire du circuit indépendant, il n'y a rien d'important. Et en 2012, il rencontre le Superman du catch. Il rencontre DDP, qui le prend sous son aile et qui décide, il faut le sauver, quoi. Et surtout que c'est aussi un mentor pour DDP. En fait, c'est comme en fait, il a vraiment tourné partout, Robert. Il a été une aile et un peu un mentor pour beaucoup de catcheurs, mine de rien. Parce que malgré tous ses démons et tout son mal-être, c'était un bon gars. Avec les autres. Et Avec les boys. on n'a jamais J'ai entendu jamais de mal. entendu, Voilà. ce que je veux dire, j'ai jamais entendu un catcheur dire du mal de Jake Roberts en vestiaire. Pratiquement jamais, quoi. Mhm. Voilà, des comportements où il était blasé, où il était frustré de son utilisation et tout ça, mais il a jamais invectivé les autres mecs. Et du coup, DDP va fallu sauver. Lui sauver la vie. Enfin, lui donner des années de plus. Lui donner des années de plus. Donc en fait, durant la période avec DDP, il va perdre plus de 20 kilos. Il va commencer à avoir beaucoup de problèmes au niveau de la gorge et au niveau pulmonaire. Je sais qu'il a eu un gros problème lors d'un tournage d'un documentaire ou machin. Il va carrément perdre sa voix. Je sais plus en quelle année ça par contre. Il me semble même que DDP il avait payé pour des soins à lui ou je sais plus. Bien sûr, il a pris en charge tout. Ce qui va permettre à Roberts de participer au Hall of Fame, où il fait un discours vachement poignant, mais il commence déjà à avoir plus de voix en plus. Et en plus, il annonce durant ce Hall of Fame là qu'il a un cancer d'un muscle. Je sais Le plus mec, d'où, il a ça, rien, c'est voilà, le cancer, le mec, vraiment, il en mange, hein, en même temps, avec, comment il s'est détruit aussi. Et, mais par contre, il va être soigné. Il va être libéré du cancer. Voilà, il va dire merci à Dieu et tout ça. Il va quand même réussir à se sauver de ça. Là, pour le coup, il est vraiment Newborn Christian. Oui, complet. Ok. Complet. Et derrière, on n'aurait pas cru, il va continuer à être un acteur dans le monde du catch.
il va être manager à la AEW. Il va pendant longtemps prendre sous son aile un catcheur que j'aime beaucoup, moi, qui est un peu sous-estimé, qui est génial, j'ai une paire de mémoire, Lance Hoyt, comment il s'appelle? Lance Archer, merci. De rien. Voilà, c'est pas Thomas, je m'en suis souvenu, alors que c'est un catcheur que j'aime beaucoup et son nom me passe au-dessus de la tête. Donc un bon gros big guy, avec Roberts avec lui, j'ai trouvé l'association un peu sympa, mais ça va être des apparitions sporadiques, parce que même s'il va mieux, il va faire pas mal de commentaires pour les Dark Side of the Ring, il participe même aussi c'est durant cette période-là à EW, donc c'est cool. Même justement, dans un petit promo package à l'EW, ils vont même le montrer où il va même se faire refaire les dents. Ah, c'est cool. Donc c'est cool. Il a repris du poids à ce moment-là, mais c'est normal parce qu'en fait il a des gros problèmes pulmonaires. Donc en fait il va plusieurs fois être enlevé de la télé parce qu'il faut bien qu'il se soigne. Et on l'a revu fin 2024 à l'EW prendre encore une fois 2 catcheurs sous son aile et il va être enlevé de la télévision parce qu'il va avoir une opération pour le cœur. Ouais, un problème cathé. Voilà, il me semble qu'il va se reposer un cathéter ou un truc comme ça. On va pas dire de bêtises. On va pas dire de bêtises, parce qu'on s'est déjà fait tuer, tu te rappelles, avec voilà, le Tart. Voilà. Mais il a un problème cardiaque. Voilà, il a un problème cardiaque, donc là on le revoit plus aux écrans, il est toujours vivant. On a plus de news télévisuelles, mais c'est quand même ouf qu'il a tenu jusque là. Ouais, et puis malgré tout, il a une vraie rédemption. Ouais, mais c'est une carrière encore une fois bizarre. Très bizarre, parce que vous l'avez vu, c'était l'un des mecs qui a monté tellement haut en popularité trop vite, à tel point qu'on a dû le faire tourner face parce qu'on est dans l'année où on peut pas laisser un mec heal alors qu'il est tiré. Ça lui a, je pense, gâché beaucoup de main event. Il le dit lui-même, mais je disais tout à l'heure, j'y crois. Il a eu un run assez long, mais le mec a traîné dans le mid-card. Pas de titre, rien à la WWF. Et voilà. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, oui et non. Mais par contre, il a marqué le public et les fans de catch comme jamais. Parce que sa gimmick est exceptionnelle. C'est, comme on l'a dit, c'est le père de tous les mecs mystiques. Parce que lui, ses promos, je pense qu'on n'a même pas assez appuyé, allez voir des promos de Jake Roberts, parce que vous allez voir la greatness, comment il incarnait, en fait, tout son mal-être, tous ses démons, et de les ressortir dans un personnage génialissime, quoi. Quel autre catcheur pouvait rentrer dans le ring avec un animal et être classe quand même? Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est personne d'autre. Ouais, c'est ça. Bah oui, on a cité Ricky dans la rivalité avec le Komodo, il passait pour un con. Ou les British Bulldogs qui venaient avec un petit bulldog un peu mignon, quoi. On s'en foutait, quoi. Ouais, ou c'est laquelle qui rentrait avec un chien? C'était Tori Wilson? Avec un chihuahua? Ouais, René Dupré aussi. Il y a René Dupré qui venait aussi au d'abord avec un petit caniche français, tu vois. Puis l'autre qui rentrait avec l'araignée. Ah, mais elle est en plastoc. Non, mais c'est vrai que lui, là, on rigole, on dit des conneries, puis on arrive tout doucement sur la fin. Mais parce que y a pas encore masse à dire. Mais c'est vrai que lui, par rapport à la durée de sa carrière, à ce qu'on en a fait, il a été plus haut que ce que son talent in-ring lui permettait. Ouais, mais parce qu'il était à la bonne période aussi. Mais il a été moins haut que ce que son talent créatif lui permettait, si tu me permets l'expression. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois complètement ce que parce que c'est un mec qui aurait pu avoir clean, avec une jeunesse normale, parce que le pauvre lui, par contre, pour le coup, il a morflé sa race. Ce que j'allais dire, c'est qu'on peut aussi comprendre le fait qu'il est tombé dans autant d'addictions. Mais peut-être que lui, il aurait pu partir direct vers un truc de cinéma, vers un truc de film d'horreur. Voilà, il aurait pu faire plein de choses. Je pense que ça aurait été sans les démons, mais bon, comme on a dit, on peut pas tout changer dans sa vie. Je pense que ça aurait été un des gros main eventers pendant très longtemps. Ouais, et puis. Parce que si Hogan s'était pas chié dessus, que lui, il avait pas aussi des problèmes, et que les fans n'avaient peut-être pas tourné aussi vite sur lui, peut-être on aurait eu un des plus gros main eventers de l'histoire de WWE. Ouais, et puis certainement un mec aussi qui aurait continué pendant des années à booker. Oui, aussi. C'est ça, en fait, il aurait pu être backstage et... C'est ce que je dis, d'où c'est ça. Son talent créatif et tout, ça aurait pu, mais lui, ça lui aurait pu lui ouvrir plein de portes. Et le truc qu'on peut retenir, c'est que il a créé une prise que tout le monde connaît aujourd'hui. Mine de rien, le DDT, c'est mythique. Hein. Quand on voit certains catcheurs, même encore aujourd'hui... L'avoir en finish. Ouais, et puis même, on voit, c'est aussi il y a beaucoup de catcheurs qui se sont inspirés de lui, même encore aujourd'hui. Donc le plus connu, c'est Randy Orton. Hein. Ouais. On l'a pas assez dit, on a dit qu'il l'avait pushé, mais Randy Orton, son inspiration première, The Viper, les gars. Voilà, c'est tout. Méthodique. Voilà, c'est tout. Méthodique, lent, sadique. Son dripping DDT, c'est un totalement hommage au DDT. À lui, ouais, c'est vrai qu'on l'a pas dit, donc on le dit maintenant. Le dripping DDT, quand il prend le mec dans les cordes en mode possessif et sadique avant de mettre son DDT, c'est Jake Roberts. Totalement. The Viper, c'est Jake Roberts. La vie, Bray Wyatt. Le Bray Wyatt,
Le premier Bray Wyatt. Le Bray Wyatt de la Wyatt Family, pas le Bray Wyatt, pas The Shield. Voilà, Pas The Shield. Pas le Pas Fiend. The Fiend. Voilà, on parle du leader le gourou de secte. C'est totalement inspiré de Jake Roberts. On a dit Raven. La gimmick complète de Raven, c'est Jake Roberts. C'est énormément de catcheurs se sont inspirés de lui. Il a été aussi une figure, comme on a dit, pour DDP. C'est pour ça que DDP a voulu le sauver. Donc, c'est quelqu'un c'est un pilier dans le monde du catch, malgré tout. Et quelqu'un qu'on se souviendra toujours, que même les nouveaux fans de catch connaissent son nom. Mais, on a quand même des regrets. On a quand même des regrets par rapport à, on aurait pu imaginer mieux, quoi. Mais avec tout ce qui était autour de sa vie, j'ai envie de te reparaphraser sur ce que tu as dit sur Jeff Hardy. Jeff Hardy sans démon, c'est pas Jeff Hardy. Est-ce que Jake Roberts sans ses démons, ça aurait pas été Jake Roberts? Non. Non, parce que ça fait partie d'eux. Ça fait partie c'est tout ce potentiel, de créatif, de vivre un personnage torturé. C'est grâce à ces démons-là qui te font ça. Ouais, finalement. c'est ça. Et ça marche pour plein de sports et pour plein de trucs. Si Kurt Cobain n'avait pas eu les démons, est-ce que ça aurait été Kurt Cobain, par exemple? Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça marche pour plein de choses. Mais lui, c'est vrai que c'est dommage parce que nous, maintenant, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de personnes dans le catch francophone qui parlent de lui encore pendant très longtemps, parce qu'on arrive quand même tout doucement sur un moment où le pic de sa carrière, c'était il y a 40 ans. Ouais, bien sûr. Donc forcément, tout doucement, on va se diriger vers, pas l'oubli, mais la page va être tournée, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il faut bien se dire que tous les grandes stars de la période de l'ère attitude, ça y est, sont quasiment terminés. Et lui, c'est même pas une star de la Et lui, c'est d'avant. Lui, c'est une star de la Hogan Era. Donc il faut se dire que voilà, forcément, tout doucement, ça va partir dans les limbes. Ouais. Et c'est logique, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Mais au moins en avoir parlé, lui avoir rendu hommage, et encore une fois, en étant en enlevant l'homme du catcheur, même si l'homme, pour le coup, il a pas fait des mauvaises choses, c'est juste qu'il a vécu. Lui, il a subi des mauvaises choses, mais il a pas vraiment des grosses casseroles, quoi. Ouais. On n'a jamais entendu, en tout cas. Voilà. Et le dernier truc que je veux dire sur lui, c'est que allez voir des promos de Jake Roberts. Vraiment, allez voir la vignette et écoutez. Parce que c'est probablement il est sur top 10, voire top 5 des meilleurs promo guys de l'histoire. Mine de rien. Quand on aura certainement dans les prochaines émissions de talk, des couleurs du talk, un top 5 des meilleurs promos ou des choses comme ça, pour avoir un peu où les gens le placent. Tu sais comment il sera placé, en tout cas. Je suis très content. Mais ça y est, j'ai envie de te remercier, parce que tu vois, plusieurs fois dans l'émission, tu m'as bien captivé. Je me suis donné les frissons tout seul, hein. C'est très intéressant. J'aime bien des fois quand je fais des catcheurs justement que je connais moins, parce que j'apprends autant de choses. Là, quand il y a des moments, je t'écoute, je suis un auditeur lambda de la chaîne. Après, je vous avoue, les amis, j'ai quand même étudié, parce que il y avait certaines parties de lui que je connaissais très bien, parce que je l'ai regardé a posteriori, mais j'avais pas toute sa carrière complète. C'est par exemple dans les shows indépendants, j'ai appris pas mal d'anecdotes, mais c'était vraiment pas important, donc j'en ai pas parlé. Et j'ai envie donc je vais terminer sur ça, et après tout doucement, mon ami, on va se quitter. Excusez-moi, je fais deux choses à la fois alors que j'en suis pas capable. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc du coup, là, je vais teaser les gens pour le prochain épisode de lundi prochain. Ce sera la première partie, l'épisode, j'ai envie de dire 0, sur les territoires. Voilà, et quand il dit 0, les amis, vous n'êtes pas prêts. Il m'en a parlé en off. Attendez-vous à un travail exceptionnel de Thomas, même pas de moi, pour une fois. Ouais, on va vraiment, j'ai décidé, on la tease un petit peu parce que ça fait du bien un peu de se faire plaisir et de se vendre. Voilà. et de se vendre. Voilà, on est reparti très loin pour remonter sur les prémices de l'histoire du catch jusqu'à la création de la NWA. Voilà pour le premier épisode. Ensuite, on ne peut pas vous dire aujourd'hui quand il y aura la suite. Mais premier épisode qui sera tourné incessamment sous peu. Et ce sera le prochain épisode. Et lundi prochain, vous aurez ça. Donc ce sera peut-être un épisode un peu plus court parce que sur les prémices et sur tout ça, on va pas forcément s'arrêter sur. On va s'arrêter sur des noms. On n'en parle pas. On va s'arrêter sur des noms. C'est pas des gens où on va beaucoup. Là, on parlera beaucoup plus. On sera beaucoup plus en détail à partir de la NWA. Voilà. Là, on va être vraiment sur une histoire. C'est ça. Un peu comme j'avais fait quand on avait parlé de la ségrégation, où là on va être vraiment sur un plan très historique. Donc j'espère que ça vous plaira, les amis. Maintenant, moi j'ai quand même une chose à vous dire, merci et à très très bientôt. Salut!